Salut à tous et bienvenue dans la Mativale. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une tier list altered. Quels sont les meilleurs héros du jeu? C'est un format que je cherchais, moi personnellement, sur Internet. J'ai un petit peu fouillé Internet pour trouver une tier list des meilleurs héros de altered et j'ai pas trouvé de contenu francophone sur la question. Du coup, je me suis dit que j'allais tout simplement vous le proposer. Et vu que je ne joue pas assez au jeu et que je ne serai pas assez pertinent dans l'exercice, eh bien, j'ai invité Kouvi qui m'accompagnera ce matin pour faire cette tier list. Comment vas-tu, Kouvi? Ça va très bien, merci. Coucou le chat. Merci à toi de te rendre disponible pour faire cette petite tier list avec moi ce matin. Du coup, Kouvi, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu? Et sur quel média on peut te retrouver? Heu, OK, du coup, mon pseudo, c'est, Couvier. Je streamais Runeterra avant, Legends of Runeterra. C'est le jeu de cartes Riot un peu qui est mort un peu, mais du coup, je streamais ça, je faisais des tournois, et j'étais vraiment penchée, j'étais à fond sur le jeu, j'étais penchée sur le côté design et équilibrage, donc c'était cool jusqu'à ce que ça s'arrête du coup. Mais j'ai aussi joué à d'autres, jeux de cartes, genre MTG, Gwent, Lorcana, Star Wars et cetera. Un peu de tout, parce que j'aime beaucoup, Ok, beaucoup les jeux de cartes et j'ai fait mon propre jeu de cartes aussi, mais voilà, ok, j'aime beaucoup, beaucoup impressionnant. ça et je fais partie de la team des Exalt. Donc voilà, c'est une team, vous avez sûrement vu, l'Exalt League, le tournoi, hem, qu'il y a eu du coup, enfin qui s'est passé, le mois dernier du coup? Ouais Ouais, et la finale a été jouée il y a quelques il y a jours 2 pour le coup semaines. et je l'ai mise en avant en récupérant quelques decklists pour les présenter à ma communauté. Donc Mmh. si jamais vous n'avez pas entendu parler du tournoi des Exaltes, ben voilà, c'est des joueurs qui se sont affrontés pendant des mois jusqu'à une magnifique finale d'ailleurs qui était assez intéressante à voir. Yep, mais du coup, c'est une team, communautaire et compétitive. Il y a plein de on prévoit d'organiser plein de tournois et de faire des events, d'écrire des articles, de d'accompagner les nouveaux joueurs et cetera et cetera. Donc Ok. c'est Bon, cool. bah, trop bien. Bah, merci à toi de représenter aussi la team des Exaltes. Vous avez avec la team pas mal de data compétitives parce que bah, justement entre les castes et j'imagine les sessions de training, vous avez un avis beaucoup plus aiguisé que moi sur les différents héros de Altered. Et l'idée, ça va être de les classer, de les hiérarchiser du plus puissant au moins puissant. Je fais un disclaimer parce que toutes les tier lists en ont évidemment besoin. Tout ce qu'on va dire dans cette vidéo est forcément sujet à débat. Nos avis ne sont pas représentatifs de la vérité absolue. Ça serait bien triste que le metagame, entre guillemets, de Altered soit résolu alors que le jeu n'est même pas encore sorti. C'est plutôt on se prête au jeu de faire des calls, d'anticiper ce qui va être bien et ce qui va être moins bien. On peut évidemment se tromper et on sera même ravi que certaines hiérarchies qu'on va proposer dans cette tier list se retrouvent être fausses à terme. Voilà. Je préfère le préciser quand même. Il n'y a pas de vérité absolue. L'idée, c'est plutôt d'essayer d'anticiper un petit peu ce qui va se passer. On est parti sur 5 tiers. Donc tiers S, évidemment, c'est le tiers le plus puissant, c'est les héros qui sont censés être les plus forts, ceux qui vont créer entre guillemets le metagame et l'environnement du jeu, et qu'il faut absolument attendre lors d'un tournoi. Je pense que notamment la première vérité sur le metagame arrivera après le tournoi de Angers. Je ne sais pas si tu vas le faire, ce tournoi 512 joueurs à Angers. Ouais, j'ai pris mon billet, mon ticket du coup et Ok, nice. Tu sais déjà ce que tu veux jouer? ouais, j'hésite entre, 4 héros. Voilà. Ok, tu pourras peut-être nous en parler, même si tu veux pas forcément révéler définitivement Non, ça le me héros dérange sur lequel tu veux partir, mais ouais, tu pourras peut-être nous en parler pendant la tier list. Yep, pas de souci. Après, j'ai vu une question dans le chat. Du coup, la tier list, elle se fait sur le héros en lui-même ou le pool de cartes. Donc ça, c'est peut-être une question, Ouais. ouais, Alors, aborder. l'idée de cette tier list, en tout cas moi, ce que je recherchais comme contenu, c'était plutôt d'essayer d'anticiper un metagame, c'est-à-dire du coup, quels sont les héros que vous allez rencontrer dans les tournois, et j'avais envie qu'on puisse les hiérarchiser pour savoir, entre guillemets, ceux qui étaient les plus prometteurs. Donc ça prend évidemment le pool de cartes. On va pas juste juger ce que fait le héros de manière totalement indépendante. Tu vois, à ce titre-là, par Mmh. exemple, je trouve que Fen est un héros qui
développe beaucoup de value, mais quand on regarde les decklists qui lui sont associés, pour l'instant, c'est pas un héros qui est très populaire. Donc je le vois pas, et tu invalideras peut-être mes propos, je le vois pas très haut dans la tier list. euh, Parce que justement le pool de cartes, en tout cas on n'a pas trouvé de deck qui a l'air de le mettre particulièrement en avant. Mm. Donc non, ça prend bien sûr en compte le pool de cartes, ça prend en compte en fait les decklists qui sont associés au héros. Yep, c'est ça. Et après, on parle que du premier set. Donc les cartes du premier set. Il y a des héros qui vont être très très forts plus tard, je pense, juste par Ouais. rapport à leurs effets et par rapport au prochain set, mais qui sont peut-être un peu plus limités du coup par le nombre de cartes, même si on en a beaucoup déjà. Mais c'est vrai que voilà, faut Ouais. prendre ça en considération. Tout à fait d'accord, ouais. C'est vraiment à contextualiser dans même ce début de metagame qu'on a actuellement sur Altered et qui est même peut-être voué à changer plus tard en fonction de la créativité des gens tout simplement et du hive mind. De ce que j'entendais un petit peu de la part des différents game designers qui étaient interrogés à droite à gauche, eux ont toujours eu vocation à dire que les 18 héros étaient jouables et compétitifs, que c'était pas forcément les plus mauvais héros qui avaient été mis dans les starter decks, mais surtout ceux qui avaient des mécaniques les plus simples et les plus abordables, les plus accessibles, mais qu'ils avaient vocation, les 18, à être compétitifs. Évidemment, il y en aura toujours certains qui vont sortir du lot par rapport à d'autres. De ce que j'ai pu entendre, même si on doit rentrer dans les chiffres purs et durs, la team de test et le game design s'attend vraiment à ce qu'il y ait une dizaine de héros qui puissent exister compétitivement. Et je reprendrai les termes de Guillaume Gauthier dans la vidéo de présentation d'Alter de Magic C'est Chic. Lui disait qu'il s'attend vraiment à trois héros qui sont vraiment qui représentent le tiers S. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'imagine que les gens qui travaillent sur Alter regardent aussi les contenus. Pour eux, c'est très amusant de voir, entre guillemets, où est-ce qu'on en est de la résolution du metagame. Et c'est probable que la tier list que l'on met en place là soit entre guillemets le niveau 1 de compréhension et qu'une fois que le méta se stabilise, il puisse y avoir un niveau 2 et donc du coup un shift de héros. Ça, évidemment, c'est tout la saveur, je trouve, des tier lists, c'est de voir à quel point on est capable d'anticiper loin ou pas, quoi. Je te propose que l'on parle de Kojo et Bouddha. Sur la droite, vous avez le héros dont on va parler à chaque fois pour que vous puissiez savoir quelles sont ses capacités. Kojo et Bouddha nous dit qu'à midi, si on est le premier joueur, on crée un jeton compagnon 2-2-2 Bouddha dans votre expédition compagnon. Donc un tour sur deux, on va avoir un token. C'est le héros qui fait partie du starter deck Bravos. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Kojo et Bouddha? Déjà, j'aime beaucoup le design de Kojo. J'aime beaucoup le guépard, la petite chimère. Euh, En termes de puissance, je trouve que Kojo est très fort. Peut-être pour Ok. moi, le plus fort de Bravos, de la D'accord, le faction plus fort de Bravos. Bravos. Ok. Je pense qu'en termes d'outils, en fait, il n'y a pas de deck building, il n'y a pas de restriction. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Tu peux mettre les cartes les plus fortes du set, du coup, et le deck marche très bien. Il faut juste savoir gérer Bouddha. Donc, il faut savoir que tu auras un tour qui sera très fort, vu que tu auras une 2-2-2 gratuitement, et un autre tour qui sera un peu plus faible. Donc, en fait, il faut juste savoir gérer et alterner les deux de Ok. façon. Il faut bien gérer du coup, les deux tours et connaître un peu les faiblesses de Kojo. Mais quand tu maîtrises vraiment le héros, je trouve qu'il est très, très, très fort. Ok, moi ce que j'aime bien avec Kojo, ce qui m'intéresse avec ce héros, c'est que c'est un des rares héros qui te récompense à commencer. Altered, c'est un jeu de passage de priorité où on joue en réaction de ce que l'adversaire développe. Et lui, Kojo, on a plutôt donc du coup envie de jouer en second. Lui, Kojo, il est très content de commencer parce qu'il va profiter de la 2-2 directement. J'imagine que le plan de jeu, c'est vraiment prendre les deux lignes, les deux expéditions sur ton premier tour et derrière de bourrer sur une expédition pour conserver ton avance. Ouais, après, il paraît comme un héros vraiment aggro, même si c'est pas forcément le cas. Je trouve que le héros est très très flexible, dans le Ouais. sens où tu peux le jouer beaucoup plus lent. Tu peux jouer rampe avec des tons plus lourds, des personnages plus tanky, qui coûtent plus cher en late game, juste parce que tu peux te permettre de ralentir la game avec la 2-2-2 qui est gratuite tous les deux tours, enfin, un tour sur Ok. deux. Donc il Plus est pas flexible que Bazira, du coup. beaucoup plus flexible que Bazira et il est pas forcément aggro. Tu peux le jouer aggro, mid-range, rampe, tu peux faire ce que tu veux avec.
Ok, bah écoute, trop bien. Où est-ce que tu mettrais Kojo et Bouddha dans cette tier list? Après, je pense qu'on a quand même le droit de bouger après par rapport à ce qu'on Bien met. sûr, l'idée c'est que Heu, la tier list elle va évoluer au fur et à mesure yeah, de nos estimations. je le mettrais en A. Ok, nice. C'est une bonne position pour l'ami Kojo. Ça roule. On va passer maintenant à Akesha. Je vous trouve directement le visuel. C'est bon, on l'a, c'est parti. Akesha, pareil, héros de starter. On a voulu commencer à vous parler de certains héros qui viennent des starter decks, puis ensuite, on viendra vous parler des héros qui, eux, sont les héros que vous allez pouvoir découvrir quand vous allez découvrir le jeu. Pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de kickstarter et qui attendent le mois de septembre, c'est peut-être des héros qui sont un peu plus secrets pour vous. Akesha, donc c'est le starter de la faction Ordis. Son texte, c'est vous pouvez Izmir. l'engager pour Izmir, pardon, j'ai dit Ordis, c'est les OK. bleus. Izmir, pardon. Vous pouvez l'engager pour déclencher une capacité qui s'appelle Après vous, et ça permet juste de rendre la priorité à l'adversaire et donc de pouvoir, entre guillemets, voir ce que votre adversaire va faire pour pouvoir vous adapter. Qu'est-ce qu'on pense de Akesha? J'aime beaucoup Akesha, c'est le premier héros que j'ai joué. Hem, la faction Izmir en général, c'est une faction qui est vraiment contrôle. Donc, et contrôle, c'est plutôt réactive. Donc, on attend Ouais, de voir ce que l'adversaire joue pour qu'on puisse réagir. Et du coup, parce qu'on a beaucoup plus de spells et de trucs de removal, les trucs qui interagissent avec le board. Donc, c'est important d'être en position de réaction. Et Akesha, c'est le seul héros du coup dans Izmir qui permet de donner ça, donner un avantage réactif gratuitement. Donc, tu ne joues jamais en premier si tu et du coup, tu laisses l'adversaire jouer et tu réagis avec tes sorts. Donc vraiment, si Akesha, c'est le héros contrôle, de du set, en entier de tout le set. Donc en termes de puissance, parce que j'ai pas parlé de la puissance, forcément, c'est très fort de réagir et du coup, plus tu es fort, en termes de skill dans le jeu, plus du coup tu vas pouvoir réagir de façon optimale et punish l'adversaire. Donc pour moi, c'est un personnage qui scale avec ton niveau, à peu près ok. et je trouve qu'elle est forte. Est-ce que le pool de cartes que tu peux associer à Akesha est suffisamment puissant pour la faire monter dans les tiers? C'est ça le problème. Pour moi, Akesha, le problème avec Izmir en général à peu près, c'est, les personnages sont très les communes surtout en personnages sont assez faibles. Hem et c'est normal parce que c'est une faction qui est basée sur les sorts. Ils ont des Ouais. sorts très forts. Mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de cartes et du coup, c'est quand même important. Tu veux avancer, tu veux, hem, pouvoir gagner. C'est cool de Ouais, pouvoir bien sûr. gérer, les créatures adverses, mais les personnages adverses, mais il faut pouvoir gagner et Akesha galère à gérer les créatures adverses et mettre de bonnes stats en créatures. Donc c'est ça le petit problème avec Akesha, je trouve. En Izmir en Ok. général. C'est le genre de héros qui bénéficierait du coup d'avoir certaines uniques bien particulières juste parce que tu cherches des statistiques. Et si tu trouves des uniques qui ont seulement des stats, ça peut rehausser un petit peu le power level de Akesha. Exactement, exactement. Ok. Si on prend en compte, parce que on va pas chercher des uniques déterminantes qui vont créer des plans de jeu alternatifs, ça, je pense que ça sera quand même assez rare. Mais si on prend en compte que c'est assez simple de trouver des uniques qui font juste des stats, qu'importe leur capacité, et que donc on établit que c'est le build normal de Akesha, on lui donnerait quelle puissance? Si on est capable de lui créer justement, de combler ces trous dans la curve en fait, et dans le board présence. Mmh, moi je dirais low A, high B. Donc je dirais on la met en B pour l'instant. Ok, ça marche, on la met Haut en B et puis on vraiment, voit. ouais, en haut du B et peut-être A plus tard. Ok, ça marche. On va aller maintenant s'intéresser à Sierra et Oddball, donc personnages. Ah, j'ai pris la promo, excusez-moi. Ah, elles sont belles en même temps les promos, c'est pour ça. Yeah. Personnage du starter Axiom. Ici, vous avez un héros qui dit que lorsque vous jouez un permanent avec un coup de main de 3 ou plus, vous pouvez épuiser le personnage pour créer un robot 2-2-2 dans l'expédition de notre choix. C'est en tout cas moi de ce que j'ai vu sur les games compétitifs que j'ai pu un petit peu rechercher sur internet, c'est le héros Axiom qui est le moins buildé et le moins joué. J'imagine parce qu'il est censé fonctionner avec les permanents et que les permanents sont plus difficiles à setup. Ça a l'air d'être un héros qui est plus
qui est plus à l'aise dans des méta très contrôle, qui auront du mal à gérer les permanents. Est-ce que ça en fait un bon héros? Ouais. Niveau compétitif, elle était très, très forte sur l'appli Exalted. Je sais pas si tu as joué sur l'appli? Ouais, un petit peu. Ouais, du coup, on n'avait pas toutes les cartes et il y avait une carte très forte, donc la ruche. On va en parler, elle est vraiment associée à Sierra, donc on ne peut pas parler de Sierra sans parler de la ruche. Ouais, Donc c'est une carte, qui coûte 6 et qui met, un Scarabot 3/3/3, enfin 2/2 et du coup ça te donne, la version rare de la ruche, pardon. Donc ça crée un Scarabot 2/2 et ça lui donne un boost. À chaque fois que tu crées un Scarabot, tu lui donnes un boost et du coup, quand tu la joues, tu peux tap Sierra et mettre 2 Scarabots où tu veux et lui leur donner un boost chacun. Donc tu te retrouves avec une 6/6/6 et tu as payé 6. Donc c'est vraiment, la carte parfaite pour Sierra et tu as des d'accord. Scarabots, tu as des 3/3/3, gratuitement, à partir du moment où tu as la ruche en jeu. Ok. Donc Mais ça te demande de temporiser et de développer 6 mana euh, pour pouvoir mettre ça en place. ouais, après 6 mana, c'est pas si parce qu'on commence déjà avec 3, donc c'est pas si loin que ça, c'est pas si dur, je trouve Ok, et en plus de ça, tu as des outils, dans Axiom, qui vont te permettre de jouer des permanents moins chers, donc qui vont réduire le coût, enfin du prochain permanent que tu vas jouer, par exemple, en coût de support, enfin en effet de support et du coup, tu vas des fois, pouvoir jouer la ruche, un tour avant et du coup, ça c'est très, 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 très fort. ok. Donc Donc tu l'estimerais où, Sierra? c'est peut-être le héros le moins buildé, le moins joué, mais je trouve qu'elle est très forte, honnêtement. Je la Ok, mettrais en A ou B aussi. Moi, je dirais perso, juste parce que j'ai vu plusieurs uniques avec un effet de défausse des permanents, donc elle est sensible du coup aux effets qui gèrent la ruche directement. Donc si on considère le jeu avec les uniques, je la mettrais en B. Si on considère le jeu sans unique, je la mettrais en A. Voilà. d'accord, ok. Donc en A, derrière Kojo, qui a l'air de faire plus l'unanimité, Je pense là où plutôt les gens sur le chat sont plus ouais, je suis d'accord B avec B. ou low A, quoi. Je suis d'accord avec B, je pense. Il est juste derrière, Ok, ouais, juste derrière Akesha. Je pense qu'ils sont à peu près au même niveau. ok, tu préfères même derrière Akasha. Heu, je pense qu'elle est plus forte qu'Akesha. Au niveau compétitif, honnêtement, elle est plus forte qu'Akesha. Faut pas, il faut juste bien la build. Elle est compliquée à build et compliquée à jouer aussi. Donc vu qu'il faut savoir, quand est-ce que tu peux te permettre de perdre de la tempo en jouant, des permanents et cetera et cetera. Donc Ok, ça marche. Prochain héros ici, le héros Lyra, c'est Navenka et Blotch. Au niveau du texte, alors là, pour le coup, c'est un wall of text. On peut l'épuiser pour cibler un personnage que l'on contrôle, puis lancer un dé. Si on fait 6, le personnage gagne ancré. Si on fait 2 à 5, il va gagner un boost. Pardon. Et si par contre on fait 1, malheureusement, on envoie le personnage en réserve. J'ai l'anecdote de game design qui a été partagée, je ne sais plus par quel game designer, et c'est qu'à la base, le 1, on pouvait le faire sur un personnage adverse. adverse. Ouais. Donc ça permettait de faire des choses un peu amusantes avec Nevenka. Maintenant qu'elle a été nerfée en ce sens, hmm, qu'est-ce qu'on en pense de Nevenka? Et aussi il me semble que tu pouvais le faire à l'infini, son effet. Ok, Et tu pouvais lancer non, des dés comme tu veux. je pense, non, il y avait un moment où c'était, après je peux pas forcément parler. J'ai vu un commentaire sur le chat par rapport au fait que tu pourrais aussi donner ton avis. Je sais que tu as joué quand même, donc tu pourrais commencer par donner ton avis, après je le soutiens, Ouais, bah, si tu veux, on peut faire ça. Effectivement, l'exercice serait amusant. Moi, je précise d'où je parle. Je suis un compétitif enthousiaste. Je m'intéresse globalement à toute la compétition sur tous les TCG. Mais il y a des TCG sur lesquels j'ai du volume de jeu et du temps de jeu et où mon avis sera forcément plus fit. Altered, c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup, sur lequel je regarde beaucoup de contenu, mais que j'ai pas consommé en termes de volume de jeu. Donc du coup, mon avis, il va être seulement théorique, basé sur le texte que je lis sur les cartes et sur l'association que je peux faire avec les cartes que je connais du set de base. Donc pour le coup, c'est plus entre guillemets mon expérience TCG qui va me permettre d'estimer le héros qu'une vraie, une vraie compétence aiguisée sur le jeu. Je préfère préciser, c'est pas mon avis qui sera le plus important dans cette vidéo, mais on peut faire ça comme ça, ouais.
Donc Nevenka et Blotch. Ouais, Moi, si je devais estimer le personnage, je le mettrais assez bas, ne serait-ce que pour le côté variance. Moi, dans les TCG, j'aime pas du tout les lancers de dés, j'aime pas remettre entre guillemets mon sort à la chance, et du fait que en fait, le problème, c'est que Nevenka, c'est pas juste un boost ou ancré, et auquel cas, bah, ça serait deux effets bénéfiques et positifs, et on pourrait essayer d'encadrer cette variance-là. Là, le problème, c'est que si tu fais un, oui. c'est vraiment dramatique, quoi. Et donc, je vois pas les gens, même si on admet que Nevenka est un personnage puissant avec un pool de cartes intéressant, je vois pas forcément les gens accepter d'avoir ce désagrément sur leur leader, quoi. Donc, je mettrais C, peut-être pas D parce que le personnage m'a pas l'air mauvais en soi, mais je mettrais pas très haut, quoi. C'est vrai que non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le personnage effraie un peu les joueurs et joueuses compétitives et je peux comprendre. Pareil, j'étais pareil au début. Après, c'est vrai que tu as quelques effets, du coup, qui permettent, de gérer, ou de diminuer la RNG. Donc, par exemple, la martingale, dans l'IRA. Donc, c'est une carte qui coûte 1 et qui permet de donner +1 à ton jet de dés. Du coup, ça évite complètement Ok, le 1 et du coup, c'est ça très, très marche. fort parce que tu te retrouves avec un perso qui a le même effet que tes gens, on va dire, avec une chance de high roll et du coup d'ancrer gracieusement. Ouais, Après, c'est encore même mieux que Teja, puisque tu peux oui, cibler le personnage sur qui tu mets le boost. tout à fait et ancrer gratuit après là, c'est ancrer, il y a pas de restriction de coût. Dans le Muna, tu peux ancrer plein de trucs, mais il y a quand même ces 3 ou moins Ok. généralement. Là, c'est ancrer ce que tu veux, ça fait très, très peur. Par exemple, si tu mets un truc qui coûte 5 ou 6 et tu l'ancres, c'est la partie et s'il est pas géré par l'adversaire, la partie est terminée. Ok, alors de ce que je sais aussi, si on admet finalement que la contrepartie de Nevenka, elle est assez facilement encadrable, et que du coup maintenant on se retrouve avec un héros qui a des effets vraiment puissants, en tout cas en comparatif d'autres héros, ce que j'ai un petit peu aussi vu passer, c'est que Lyra avait pas le pool de cartes le plus intéressant. Et est-ce que du coup ça tempère un petit peu sa puissance? Ouais, le héros est surtout très, très dur à jouer, je pense, malgré, c'est vrai que tu es géré par enfin, tu es encadré par la RNG, mais c'est que le elle est quand même très dure à jouer et je la trouve quand même jouable et forte. Je la mettrais quand même plus bas que qu'Akesha et Syrah, donc en C. En Ok. Ok, ok. Donc on n'est pas dans on va dire que le tiers D, c'est le tiers ne jouez pas ça si vous espérez gagner des parties. c'est Le ça. tiers S, c'est jouez absolument ça, c'est ce qui a l'air d'être le plus fort. Et entre A, B et C, voilà, c'est un downgrade de puissance, mais tout reste jouable, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, on va partir sur un de mes petits chouchous. Moi, j'aime beaucoup Afanas. Tout le monde aime beaucoup Afanas. Le personnage est très stylé et la mécanique est intéressante. Donc Afanas et Senka, lorsque l'on joue un sort, un personnage ciblé que l'on contrôle gagne un boost. Ça nous permet d'avoir un peu le même effet que Teja, mais en contrepartie de devoir jouer un sort, ce qui est quand même assez facile en Izmir. Et on a quand même le choix de pouvoir booster le personnage que l'on souhaite. Donc c'est assez un peu polyvalent, dirons-nous. De ce que j'ai vu tourner un petit peu le deck, notamment sur la finale du tournoi des Exaltes, et j'ai trouvé le deck assez impressionnant avec notamment quelques bons personnages qui vont avoir la capacité d'être aguerris et donc de conserver les boosts. À ce compte-là, en fait, tu sens que c'est une mécanique qui est assez simple à mettre en place, qui synergise très très bien avec les cartes que Izmir a à disposition. Est-ce que ça en fait un héros très très fort? Je dirais dans le tiers A. OK, non, c'est une très bonne estimation. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Hem, le héros est très fort parce qu'il y a pas de limite, donc tu peux jouer des sorts à l'infini et donner des boosts à l'infini. Ça Ouais, combotte très bien avec les cartes, qui ont aguerri, les cartes qui ont, enfin, les trucs qui te permettent d'ancrer, donc c'est très fort et tu as accès à ces cartes-là, donc c'est ouais, déjà il est très bien il y a beaucoup de support pour Afanas déjà de ouais. base. Puis il adore les transfuges de Bravos en plus, donc il a un pool de cartes un peu supplémentaire. C'est ça. Du coup, il y a peut-être un problème parce il veut beaucoup de rares et tu peux avoir que 15 slots de rares, donc c'est un peu triste. Mais C'est le clair. perso reste, très fort et très dur à jouer. Par contre, il est très sensible aux, interactions. Donc
par exemple, généralement, tu veux tout mettre sur un truc qui est aguerri ou tu veux tout mettre sur un mage danseur pour pouvoir, piocher, enfin, la version rare, donc ou, tout mettre sur un truc qui est ancré et du coup, tu es très sensible hem, aux réactions adverses. Donc si au removal adverse, donc si l'adversaire te gère une créature où tu as mis tous tes boosts dessus et tout, la partie est mal partie. Enfin la Ok, partie, ouais. commence à être compliquée. Donc Ça a l'air aussi d'être un héros qui est sensible aux effets Robin des Bois et aux effets de taxe, du fait qu'on veut multiplier les petits sorts. Ça a l'air d'être le niveau zéro de compréhension d'Alterd, c'est ah trop bien, je peux juste empiler plein de petits sorts, ça passe la priorité, ça me permet de réagir et c'est pas comme un Magic où un drop 1 a beaucoup moins de valeur en late game parce qu'il va être matché par des créatures plus grosses. Là, tes stats, elles s'empilent. Donc il y a un peu ce truc quand tu vois les decklists on veut beaucoup de drop 1 et 2. Et c'est des decks qui se font bien attaquer justement par des bases plus taxes comme Ordis. Est-ce que ça a réduit un peu son power level, cette analyse-là? hem, bah, Robin, je pense que c'est un problème pour un peu tout le monde. Donc c'est une analyse qui est correcte, mais qui s'applique à tous les héros, je trouve, quand même. Pas qu'à Heu, Afanas. Bah, il doit y avoir des decks qui veulent plus curver, qui ont des curves plus hautes, même des stratégies ramp qui peuvent mmh, ignorer Robin, par exemple. oui, c'est vrai qu'elles sont moins sensibles à l'effet de Robin qu'Afanas, c'est vrai. Et Afanas, il veut jouer beaucoup de petits sorts, il veut jouer beaucoup de petites créatures. Du coup, il est très sensible contre, du coup, Robin. Ouais. Hem Et en plus de ça, il faut donc je suis d'accord avec ton analyse, il est très faible contre Robin en particulier et en plus de ça, il y a une faiblesse et il faut, en plus de ça, balancer du coup les personnages et les sorts. Il te faut quand même deux trois personnages et piocher beaucoup de sorts. Donc si tu pioches beaucoup de sorts et tu as pas assez de personnages ou un seul personnage, ça t'oblige à tout mettre sur le même personnage et du coup, tu es sensible au removal adverse. Si tu Ok. mets, si tu alors, le scénario parfait, c'est 2 personnages avec plein de petits sorts et du coup, tu peux un peu étaler tes boosts et être moins sensible au removal donc. Du coup, il faut avoir une bonne pioche et il faut avoir les bonnes cartes. C'est pour ça que je le mettrai en B. Ok. Plutôt haut du B. Heu, Juste après Sierra. D'accord, ok. J'ai un peu l'impression, et encore une fois, j'ai peu de recul sur ce que je vais dire, c'est vraiment le peu d'expérience que j'ai en tant que spectateur. Mmh, J'ai l'impression et on en parlera tout à l'heure, le niveau 1, entre guillemets, de compréhension du metagame, c'est euh, les decks essayent de jouer plein de cartes qui coûtent peu, donc 1 et 2, que ça soit parce que Bazira va vouloir mettre des boosts, Afanas va vouloir jouer plein de spells et tout. mmh. Et donc du coup, la réaction à ça, c'est que les decks Waru sont très forts, notamment avec les effets Tax et les effets Robin des Bois. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas passé encore dans la compréhension supplémentaire, peut-être le niveau 2, il y a des decks qui vont battre Waru, qui eux seront des decks plus axés ramp, plus axés midrange, qui pour le coup, moi, j'ai pas encore trop vu ces decks-là, quoi. Oui, c'est vrai. J'en ai parlé un peu, Kojo, il peut se permettre de jouer ramp et du coup, il peut se permettre, mmh, D'ignorer un peu les effets Robin c'est des ça, Bois et exactement. Une ok. question aléatoire, parce que là, j'ai vu, je suis en train de regarder pour Izmir. Je vois pas Lindy dans la liste des héros, en bas. Ah, eh ben je l'ai juste pas, mais on la rajoutera à l'oral. Effectivement, je m'étais pas rendu compte qu'il n'y avait pas les 18 héros. C'est juste la je pense que Lindy et c'est drôle parce que c'est mon héros préféré et mon main C'est donc vrai, ah, ça tombe vachement mal. On la mettra eh bien, en dernière position, on en parlera juste après Trest, si ça te va. OK, y a pas de souci. Pas de souci. Ouais, j'ai récupéré une tier list qui était déjà préfaite Mmh. et malheureusement, ben, j'aurais dû vérifier avant de lancer. Ça m'apprendra. Du coup, on arrive sur Arjun et Spike, qui est donc un héros Muna. Tu peux l'engager, défausser une carte de ta réserve. Le prochain personnage de coup de main de 3 ou moins que tu joues, ce tour gagne ancré. Alors pour le coup, c'est un personnage moi que j'ai jamais vu tourner, que j'ai pas vu être très souvent utilisé.
son effet m'a l'air quand même vraiment très fort. En tout cas, la deuxième partie de l'effet, de pouvoir ancrer un personnage à tous les tours qui coûte 3 ou moins, ça synergise très très bien avec le fait que Moona veut jouer des personnages boostés qui vont gagner entre guillemets des effets à rester sur le terrain. Par contre, j'ai l'impression que la restriction, le coup de défausser une carte de ta réserve dans un jeu de base qui est pas forcément axé sur le fait de ravitailler, ça m'a pas l'air forcément toujours très évident à mettre en place. Donc, je n'ai pas un avis très éclairé sur lui, mais je le mettrai pas très très haut dans les tiers, plutôt top C ou bas B, tu vois. T'as raison, encore une fois. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh, Arjun, c'est le héros Moona qui est le plus dur à jouer et le plus dur à deck build. Ça, c'est sûr. Ouais, Très, très compliqué à jouer, très, très compliqué à build correctement. Donc, parce qu'il faut une balance, enfin, il faut un équilibre entre les trucs à mettre en réserve, les trucs que tu veux défausser de la réserve qui soient pas trop forts, mais tu veux quand même des personnages qui, euh, qui coûtent 3 qui sont assez forts. Mais des fois, tu es obligé de défausser un personnage que tu. Enfin, si tu as deux personnages qui coûtent 3 qui sont forts dans la réserve, t'en défausses un, même si tu veux pas forcément. Enfin, il t'oblige à jouer d'une certaine manière et c'est, euh, c'est cool, mais des fois, c'est pas le play optimal, on va dire. Euh, En termes de puissance, je trouve qu'Arjun n'a pas tous les atouts qu'il veut vraiment. Donc, dans ce set, il est jouable, il est très mm, fort. Enfin, très fort. Il est fort et jouable. Après, un truc important, le truc le plus important, je pense, c'est que avec les uniques, il y a beaucoup d'uniques. Et j'ai vu des trucs vraiment très forts en unique. Donc, des personnages qui coûtent 3 qui vont être ancrés par Arjun. J'ai même eu un Wukong qui marche très bien avec Arjun. Donc moi, j'imagine dans un scénario où il y a des uniques, où tu as accès à plusieurs uniques, euh, je pense que tu peux très facilement trouver des effets qui sont très très forts. Et ok. du coup, si tu les gardes constamment sur le board avec l'effet d'Arjun, ça peut devenir très pété, je pense. Oui, parce que finalement, tu es capable d'ancrer le même personnage tous les tours. Et donc, si forcément il a un effet puissant sur le board, tu peux en profiter. Ça a l'air d'être le héros en fait qui est juste très dur à build. Et donc, forcément, on va mal le classer dans les tier lists juste parce que le Hive Mind a pas encore fait son office et on n'a pas trouvé les bonnes listes de ce héros-là en fait. Mais Yep, tu sens qu'il a le pouvoir le plus pété, mais avec une restriction qui est très compliquée pour le deck building. c'est ça. Non, mais du coup, je suis d'accord avec toi. Je pense avec les uniques, le héros, pour moi, c'est dépend des uniques. On peut pas prédire la puissance Ok. des uniques pour Arjun ou ce que tu peux trouver, ce que chaque personne peut trouver en unique. Mais avec des uniques dans un scénario où on a accès à toutes les uniques, je pense qu'il est A ou S. Vraiment, la puissance, il est très fort avec les bonnes uniques. Mais maintenant, si on prend un average des uniques Ah, et le set de base, je lui mettrais en, ok. en C ou B. Les gens me disent sur le chat que tu peux pas réancrer un perso que tu aurais déjà ancré. Il faut forcément ancrer le prochain que tu joues. Donc ça te permet Oui, pas de. Ça te permet oui. en fait de laisser sur 2 tours le personnage unique que tu vas vouloir jouer. Mais tu peux pas non plus en abuser à ce point. Ça a l'air très très dur à builder Arjun et Spike. Mais justement, j'ai l'impression que le game design de Altered, ils sont quand même assez malins et que ça les fait bien marrer de nous voir aller sur des héros plus évidents, comme Afanas par exemple, ou Oui. comme Kojo, et que peut-être que dans leur besace, eux, ils ont caché des decks un peu plus forts que les autres, mais qui sont très très difficiles à définir. Et donc ouais, je pense que je vais te rejoindre. Arjun et Spike, ça doit être B ou C, mais peut-être qu'on se rendra compte que c'est bien plus fort. Ouais, je pense que ça vraiment dépend des uniques. Et j'ai vu dans le chat une question. Donc, euh, il y a Bobo qui dit on a accès à que 3 uniques par deck dans tous les cas. Donc, s'il est unique dependent, c'est pas ouf vu que tu n'as que 3 cartes dans le deck. Il dépend de ces 3 cartes. Je suis d'accord avec toi. Après, tu as beaucoup de chances de piocher une de ces cartes au moins. Et vu que tu peux l'ancrer, donc théoriquement, elle reste sur le board pendant 4 tours. Tu l'ancres pendant 2 tours, elle va dans la réserve, tu la rejoues. Et si on ne considère pas les effets de Pertugas, etc., c'est quand même très fort, vu que tu peux garder la même unique pendant 4 tours. Ouais.
Mais je suis d'accord aussi avec Bobo. Si tout ton deck ne tourne spécifiquement qu'autour de certaines uniques, Mmh. d'après moi, c'est une tech que j'ai sorti une vidéo pour parler de ça. D'après moi, les gens seront plus récompensés à jouer des bons héros sans forcément avoir de bonnes uniques plutôt que de héros qui sont moins forts et qui seraient carry par des uniques spécifiques. Ça ne veut pas dire que ça va pas exister, que ça va pas arriver, mais j'imagine que ton deck, il doit quand même pas être totalement dépendant de ça, quoi. Oui et Mais après ça peut évidemment rehausser un peu la vie de Arjun. Il est très dur à placer ce Arjun, on le mettrait où du coup? yep, il est très sensible au sabotage, donc ça, c'est le dernier truc que je voulais dire. Ouais, Hem, je suis d'accord avec ce que tu as dit, je le mettrais quand même en C, haut du C, je pense. C'est le ok. plus fort du C. Hem, même si, On accepte de se tromper, il y a un monde ouais, où c'est plus haut, quoi. je prévois qu'il soit beaucoup plus haut avec les uniques, donc en B ou A avec certaines uniques. Ok, intéressant. Bon, si on prend son potentiel en compte, on peut le mettre low B aussi, hein. Oui, c'est vrai, on pourrait. Je pense entre, C, high C ou low B, c'est peut les 2 me vont. Ça me va de le mettre en low B, c'est intéressant sur le potentiel qu'on peut lui attribuer. Là, on va parler d'un héros que je connais absolument pas, donc je suis plutôt content de le découvrir. C'est Astadi et Surge, je vous l'affiche à l'écran. Lui, il nous dit que l'on commence la partie avec 5 compteurs héroïsme. Lorsque l'on joue un personnage avec un coup de main supérieur ou égal au nombre de compteurs héroïsme, on pioche une carte et on gagne un compteur héroïsme. Donc lui, il va nous récompenser à jouer des personnages qui sont tous de plus en plus chers. Donc j'imagine qu'il a une stratégie qui est très basée sur le fait de ramper. Et c'est un des héros que j'ai le moins vu tourner et le moins vu builder. Donc je saurais absolument pas te dire où est-ce qu'il est. Mmh. Ça a l'air d'être un peu comme Arjun, le genre de héros un peu caché, avec un build qui est un peu savant et donc forcément pas très joué dès les débuts. Est-ce que toi, tu as un avis dessus? Ouais. Alors malheureusement, je pense que ce sera peut-être le seul héros en D. D'accord, ok. En termes de design, personnellement, c'est peut-être le héros, que je préfère le moins. J'aime pas vraiment son design. Heu, il est très cool à jouer quand même, mais en termes, de compétition et de power level, on s'est très vite rendu compte que, en fait, tu prends exactement le même deck à Sadi, donc un deck ramp Ouais. et tu échanges la Sadi, tu mets Kojo et le deck est meilleur. D'accord, OK. Donc ouais, si jamais le même build est meilleur chez un autre héros, ça parle pas du tout en sa faveur, quoi. Ouais, le problème, c'est que tous les builds, donc il y a pas vraiment un build assadique où Kojo n'est pas meilleur. C'est ça le petit problème, je trouve. Hem, OK. parce qu'en fait, Kojo va te permettre de, comme j'avais dit, de tempo avec le Bouddha gratuitement, donc il va te permettre de ralentir, de pas te faire 2-0, de ralentir la gamme en général, vu que tu as des stats gratuitement et Mmh. tu es aussi pas obligé de jouer, pour bénéficier de la pioche, de jouer des gros tons à chaque fois, 5, 6, 7, 8. Tu peux juste jouer, ce que tu veux, genre un truc à 5 2 fois d'affilée et tu as pas perdu de la pioche. Donc en plus d'être compliqué à jouer, il est très, heu, son payoff est pas assez, je trouve. Le fait de piocher juste une carte, Ouais. hem, c'est ouf. C'est C'est pas pas assez récompensant par rapport au coût que ça t'a demandé au deck building et par rapport au coût que ça te demande, enfin, entre guillemets, à la manière dont tu vas designer ta game. Puis en plus de ça, j'imagine que si ton plan de jeu, c'est de jouer 1 à 2 cartes par tour, tu vas devenir très sensible au removal. Donc tu es un peu puni partout, quoi. exactement. Après, c'est le prém du coup, c'est le héros qu'on a mis en ne pas jouer si vous voulez gagner. Ça, OK. ça ne veut pas dire que, vous ne pouvez pas gagner avec Atadi, c'est pas ce qu'on dit. C'est juste que, vous auriez eu, sûrement plus de chance, avec Kojo. Avec Kojo. Mais au pire, c'est, tout l'intérêt aussi de cette tier list. Faites-nous mentir. Franchement, moi j'adore me tromper, j'ai aucun problème avec ça dans les TCG. Quand je me trompe, c'est que je suis surpris et c'est ce que j'aime dans les TCG. Donc si jamais demain on me prouve que Hatsadi en fait c'était le tier S caché, du premier set d'Alterd, et ben j'aurais dit au game design: GG à vous, c'était plutôt cool. Yep, je serais agréablement,
sur On va passer maintenant sur Aurak et Kibble. Pareil, c'est un héros que je connais pas du tout, un héros de la faction Lyra. Lorsque Yes. vous jouez un personnage avec une statistique de base de 0, on gagne un compteur spectacle. À midi, on peut dépenser 5 de ces compteurs spectacle pour révéler la première carte de notre deck et on peut la jouer gratuitement ou la mettre dans notre main. C'est un héros que moi, j'ai jamais vu ni tourner ni builder. Thierry, qui fait partie de la game de test, dit souvent dans le chat que lui, il aime beaucoup ce héros-là. Je ne sais pas si c'est pour troller, nous induire en erreur, ou si c'est la vérité et que lui le trouve assez puissant. Évidemment, il n'a pas révélé le pourquoi du comment ni les decklists qui y sont associés. Et de ce que je sais, moi, de la faction Lyra, bah, globalement, ça fonctionne bien avec son pouvoir de héros, parce qu'il y a beaucoup de cartes Lyra qui ont 0 Mm. dans un des biomes, et son effet a l'air plutôt puissant, donc ça m'étonnerait pas que ça soit C ou B, quoi. Euh, ouais, je pense que du coup, on a peu parlé de l'IRA. L'IRA, il y a beaucoup de biomes, de stats, où il y a beaucoup de stats 0, donc 0, 4, 5, 0, 3, 2, etc. Et ces stats-là, c'est faible contre les tokens en général, vu que ça permet à l'adversaire d'avancer en ayant juste un de stats dans le biome. Mais tu peux quand même. C'est gérable. Donc c'est assez dur à jouer parce qu'il faut prédire. Donc il faut jouer au tour présent et il faut quand même prédire les biomes d'après, donc les expéditions d'après pour pouvoir gérer ce que tu vas mettre en mana, etc. etc. Je trouve qu'Aurak, si je voulais le main, j'adore son lore, j'adore ton design. Malheureusement, pour moi, je pense qu'il n'est pas très fort. D'accord. Euh, le problème, c'est que tu veux jouer beaucoup de petites créatures, du coup, de petits personnages qui coûtent 0. Et tu peux. Et du coup, pour pouvoir activer son effet plus rapidement. Ouais. Mais du coup, la carte que tu vas jouer gratuitement, ce serait un petit personnage. Donc, si on suppose que tu joues un deck full petit personnage, tu vas du coup avoir qu'un petit personnage en pioche plusieurs fois pendant la D'accord. partie. Si on suppose que tu vas jouer un peu des persos mid, donc tu vas jouer des persos qui coûtent, je sais pas, 3, 4, etc. Tu vas activer son effet beaucoup moins fréquemment, mais tu vas quand même sortir de gros tons gratuitement, donc ça c'est cool. Je pense qu'en termes de statistiques, le mieux pour Aurak, c'est de jouer à peu près genre 60% de persos à faible coût et mettre les autres en mana, et du coup ça te permet d'avoir à peu près 40% de chance de sortir une carte qui est folle que tu aurais mis en mana. Si tu la pioches, tu la mets en mana, mais tu peux la sortir gratuitement avec l'effet d'Aurak. Ok, Moi, ouais. je jouerais comme ça, en termes de C'est compétition. c'est marrant parce que c'est un deck qui ressemble à pas mal de decks qu'on connaît dans d'autres TCG. Je vois sur le chat les gens qui parlent de Mufasa Roulette, c'est un peu ça pour leur cana. Ça me fait penser à Winota qui a le même coup en deck building. Winota, c'est une carte de Magic qui te récompense à avoir un savant mélange d'un certain type de créature avec un autre type de créature pour ensuite avoir un effet, bah, justement, qui déploie des cartes gratuitement. Et généralement, ces persos-là dans les autres TCG, c'est des persos qui sont forts. Mais effectivement, ça demande un deck building qui est très complexe. Ouais. Et assez dur à jouer parce que des fois, tu vas devoir faire des plays sous-optimaux juste pour avoir le counter, le counter à 5 et pouvoir jouer la carte gratuitement le tour d'après. Hmm. Euh, c'est un héros il faut pas vraiment qu'il soit fort, je pense, pour une méta healthy, Ouais, on va dire, parce qu'il y a beaucoup d'RNG, peut-être au même niveau que Nevenka en termes d'RNG. Et ok. même en termes de puissance, pour moi, je le mettrais au même niveau que Nevenka. Ok. Je le mettrais en C. Même si je sais que c'est pas l'avis qui est commun. Je pense que l'avis commun, c'est B pour Aurak. Ou même A, des fois pour Aurak. Mais moi, je le mettrais pas. Pour moi, c'est un perso qui reste en C. Après, je peux me tromper. Et peut-être qu'il est B ou A. Voilà. Ok. J'ai l'impression de voir un pattern chez les game designers avec les héros des 6 factions. J'ai l'impression qu'ils ont fait exprès de designer 3 héros avec 3 moods différents. J'ai l'impression qu'il y a le héros du starter qui est celui qui met en place des mécaniques qui sont simples à appréhender et à aborder. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forts, mais en tout cas, ils ont des mécaniques plus accessibles. J'ai l'impression qu'il y a le héros qui a l'air obviously meilleur. Alors c'est une façon de parler, mais qui
a une mécanique un peu moins accessible que le héros du starter, mais qui, aux yeux du grand public compétitif, va directement prendre le pas et qui paraît naturellement très fort. Et il y a le héros qui a l'air d'être le héros un peu caché, avec un deck building très compliqué et qui du coup va pas révéler tout son potentiel dès le début. Et j'ai l'impression qu'on peut appliquer ça à chaque faction, et peut-être que c'est ce qu'ils ont voulu faire en interne. Et Aurak, ça serait peut-être un peu le héros caché, quoi. Ouais, c'est vrai, il y a de grandes chances. Un J'ai peu, un peu à l'instar de Arjun, par exemple. exactement. Après, j'ai vu des comparaisons dans le chat, enfin, dans le chat, on s'étonne, enfin, on a mis, Aurak en dessous d'Arjun et les gens Ouais, sont pas d'accord. Heu, c'est juste qu'on a parlé d'unique et je pense que le potentiel d'Arjun, heu, Arjun est très, très fort avec les uniques. ouais. Si tu trouves des uniques pétés à 3, tu peux les garder pendant 4 tours, c'est très fort. Alors qu'Aurak ne bénéficie pas vraiment de ça, je trouve. Genre, tu peux avoir des OK, tu as trouvé un personnage avec des stats de 0, hem, mais ça te permet pas d'accélérer forcément ses compteurs, ça te permet pas d'aider son plan de jeu, directement. Ok. Ça augmente pas sa puissance, par rapport à l'augmentation de puissance, dans Arjun. C'est ce que je veux Ouais, dire. mais je suis assez d'accord avec toi. Et du coup, je pense que pour faire un espèce de consensus entre ton avis et celui du chat, je le montrais en lot du B, ne serait-ce que pour le potentiel un peu caché de la carte, mais quand même derrière Arjun qui me paraît un peu plus simple à builder finalement. Ouais, après je pense qu'il y a un tiers entre B et C, un peu entre les 2 là, où on pourrait mettre Arjun et Aurak par exemple. Ouais, tout à Mais, fait. voilà, Ouais, mais ça veut dire qu'il y aurait un tiers E, c'est vraiment pas gentil pour Astadi, quoi. je pense qu'il l'a mérité quand même. Non mais je rigole. Mais ouais, on en a pas besoin. Non, mais ça me va d'avoir beaucoup de persos en tier B. C'est aussi une volonté des game designers d'Alterd que tout soit plus ou moins jouable, et ça a l'air d'être le cas, quoi. Yep. Alors ensuite on passe sur Bazira. Ça, Bazira, je connais un peu. Je l'ai vu tourner et ça m'avait l'air assez puissant. Bazira dit que lorsqu'un personnage que l'on contrôle gagne au moins un boost, on peut l'épuiser pour que le personnage ciblé gagne un boost. Donc ça nous permet de booster n'importe lequel de nos personnages pendant notre tour. Généralement, chez les Bravos, on a les personnages qui reviennent de la réserve qui ont des effets boost. Et donc ça permet en fait de faire un effet Teja, mais en sélectionnant la carte que l'on a envie de booster. Bravo, ça a plein de bons personnages avec des stats très sympathiques et qui se boostent. Donc ça a l'air d'être le deck un peu... tu vois, Kojo, c'est le deck qui est facile à prendre en main. Et Bazira, pour le grand public compétitif, ça a l'air d'être le deck simple et puissant, tu vois. Euh, Mmh. je le vois bien tier A derrière Kojo ou sommet du tier B. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Je pense que enfin, sommet du tiers B, A, ça me paraît OK. Bazira est très forte, c'est le même effet que Teja et Teja est forte aussi. Ça te permet, enfin, c'est mieux que Teja vu que ça te permet de contrôler un peu où tu veux les mettre. Tu pas obligé de mettre le boost directement et du coup, ça te permet de bait et cetera. Tu as beaucoup d'effets qui donnent des boosts dans Bravos. Tu as aussi beaucoup de cartes aguerries. Donc aguerri, c'est un keyword qui permet de garder les boosts quand tu vas en réserve. Donc tu peux mettre plein de boosts sur le même personnage, il va en Ouais, réserve et tu peux rejouer avec plein de boosts. Donc ça, c'est très, très fort. On a vu ça en tournoi. Hem, ouais, bien donc sûr. l'Atlas, par exemple, qui était, Ouais, c'est marrant parce que Teja veut essayer de tricher en ancrant les personnages qu'elle a boostés, et Bazira veut essayer de tricher en boostant des personnages aguerris qui reviendront avec leur boost. Et c'est vrai que oui, c'est deux héros que je trouve très proches en termes de deck power level. building et de gameplay, quoi. Ouais, après, il est un peu restrictif niveau, deck building vu que tu veux mettre le plus de cartes qui donnent des boosts. Ouais, Et en plus de ça, le problème, c'est qu'elle est très, très, très sensible au sabotage. C'est le héros qui est le plus sensible au sabotage dans le jeu, je trouve. Hem, c'est-à-dire que tu vas mettre plein de boosts sur un truc aguerri, tu te le fais enlever et tu as perdu la partie. ouais. Généralement, elle est très sensible au sabotage, heu, un peu comme Afanas, mais beaucoup plus qu'Afanas, je trouve quand même. Hem, honnêtement, je la mettrais pas au même niveau qu'Okojo, pour être tout à fait honnête. Je Elle est pas assez, aussi flexible qu'Okojo. Tu as besoin d'avoir une main potable, tu as besoin de sortir les personnages aguerris en early.
Hem, elle est moins flexible que Koji en général, plus dure à deck build, plus dure à jouer. Donc je pourrais pas la mettre au même niveau, mais je la mettrais Ok. en haut du B, je suis d'accord avec toi. Ok, super. On va passer maintenant sur un des personnages, je pense, qui fait le plus parler de lui Ouh à là! la sortie du Kickstarter. C'est Waru et Mac, qui, je pense, pour l'instant, est identifié comme étant le tiers 1 du format. Je suis pas sûr que ça le reste. Je pense que c'est un tiers 1 actuel qui répond bien à ce que les gens build, mais il y a probablement des moyens de l'attaquer. Mais c'est vrai que son effet est quand même vraiment très puissant. Il nous dit qu'à midi, si on contrôle au moins un bureaucrate, on crée un jeton de soldat 1-1 recrue hors 10 dans l'expédition ciblée. Et lorsque l'on joue un bureaucrate, on peut lui faire gagner endormi. Lui faire gagner endormi, ça va invalider ses stats quand on va compter les stats en biome à la fin du tour. Mais par contre, ça lui permet de rester pour le tour suivant. Et donc, c'est reculer pour mieux sauter. C'est perdre un tour de stats pour avoir un second tour de stats beaucoup plus puissant. Mais en fait, les bureaucrates, ils s'en fichent parce qu'eux, ils ont des effets statiques sur le board qui vont punir l'adversaire en fonction de ce qu'il joue. Robin des Bois va les taxer. Quetzalcoatl va nous permettre, lui, de générer des tokens en fonction de la draw de nos adversaires. Et ce plan de jeu-là, Waru a l'air vraiment très efficace pour l'instant dans le metagame. Tu tout dit. Tu as l'air de très bien connaître Warouge, tu Bah, as j'ai regardé un petit peu d'Alterd et puis mmh, j'ai l'expérience des autres TCG qui me permet quand même de, tu sais, de transposer quelques connaissances de base sur les autres TCG. oui. Après, j'ai quand même l'impression que les gens, en fait, pour tout le monde, Waru c'est le tiers S imbattable. Je pense que les gens sont toujours un peu feignants en sortie de jeu. Ouais, après moi j'ai passé beaucoup de temps, j'ai essayé de trouver des decks qui battent Warouge, c'est compliqué. Je pense que, on ne peut pas parler de Warouge comme Sierra, on ne peut pas parler de Warouge sans parler de Robin. Je pense que Robin c'est vraiment la star dans Warouge, la star dans le jeu. Hem, pour faire un résumé, pour donner la réponse directement, ce n'est pas, Warouge sans Robin, c'est un tiers A. Ouais, Warouge avec Robin, c'est un tiers S. ok. Ouais, Donc ça s'entend. Ça a l'air d'être la synergie principale. je trouve que Robin, c'est une carte très, très, très forte, très toxique. Hem Et je pense que c'est le consensus de tout le monde. Quand tu mets 2 Robins sur le board, la partie est finie. Tu mets un Robin sur le board, c'est trop très compliqué de jouer. Hem, il y a pas assez de removal qui vont te permettre de gérer Robin, genre le mieux que tu peux faire, c'est un 1 pour 1 vraiment dans un scénario parfait et ça arrive pas souvent. Donc c'est compliqué. Je trouve que Robin Ok. reste problématique et Waru reste problématique et il reste dans les plus forts à jouer, c'est sûr. Ce que ce que je ce que je présuppose, connaissant un petit peu l'équipe de game design, c'est qu'ils peuvent pas ignorer que Robin des Bois est un personnage très très puissant d'Alterd et ils peuvent pas ignorer que la synergie entre Waru et Robin des Bois allait très très vite se révéler au grand jour. Et j'ai la sensation qu'ils ont quand même caché dans le set des choses peut-être un peu moins visibles qui peut répondre assez facilement à Waru. Ça va évidemment à l'heure actuelle quand on parle, ça va pas du tout le faire descendre du tiers S. Je pense que si vous devez jouer un tournoi demain, dans l'état de connaissance actuelle des choses, jouer Waru, il n'y a aucun problème avec ça. Mais je suppose que Waru et Robin est peut-être un peu plus mitigé, mais de manière encore cachée que ce que les gens pensent. En tout cas, ça me ferait plaisir que le game design d'Alterd ait prévu ça et que ça les amuse bien de voir où on en est actuellement, quoi. Ouais, je sais qu'ils sont pas d'accord du coup par rapport à ça. Ils ne mettent pas Waru dans les top 3 persos, Ah, ils le mettent pas je sais pas quels sont leurs top 3, mais c'est pas grave. mais je Mais sais par exemple que Charles disait qu'il y avait forcément des cartes qui étaient assez pertinentes contre Waru. Mais je pense, moi, sans avoir fait aucune game de Altered, mais en comprenant un petit peu la texture des parties, j'ai la sensation que juste le fait d'ancrer des personnages, c'est un bon match-up contre Waru, dans le sens où quand tu ancres mmh, tes personnages, t'as pas besoin de les payer. Et donc du coup, tu subis pas la taxe. Donc j'ai l'impression que toutes les stratégies Muna devraient déjà pas trop mal s'en sortir contre Waru. exactement, vraiment. Donc tu as parlé de ramp et jouer un seul gros truc par tour Ouais, et l'ancrage, c'est exactement les 2 trucs les plus forts contre Waru. Donc ok. tu as résumé, les contres de Waru, parfaitement.
Ok, donc on a déjà, entre guillemets, des idées pour attaquer Waru, quoi. C'est ça, oui. Après, le petit problème, c'est on n'a pas parlé d'unique et personnellement, mmh, heu, toute la team on a vu, des uniques tourner qui ont exactement le même effet que Robin, par exemple et D'accord. et pour le même coût. Donc imagine un deck où il y a 6 Robins, donc D'accord, ok. C'est, donc c'est- c'est le problème, c'est la redondance des faits Robin des Bois. ouais, ça je pense c'est le truc qui met Waru en S tier. Je pense avec les D'accord. uniques, heu, il peut facilement être tier 0, honnêtement. Ok. Mais tu vois, à ce titre-là, par exemple, je vois beaucoup de gens essayer de chercher les Robins des Bois les plus puissants, des Robins des Bois uniques, alors que si je jouais Waru, moi justement, je chercherais pas des Robins des Bois, parce que la rare fait déjà exactement ce que cherche le deck. Et donc je suis toujours étonné de voir des gens rechercher des Robins uniques, alors que leur Robin rare est déjà très bien, tu vois. Mmh. J'irais chercher plutôt, comme tu le dis, d'autres effets proches de Robin des Bois ou d'autres effets qui permettraient de taxer l'adversaire. Ouais, ça augmente aussi, en avoir 6 dans le deck, ça augmente tes chances d'en piocher. Du coup, ça augmente ça crée un deck qui est beaucoup plus, stable, on va dire, Ok. vu que tu dépends un peu de l'effet de Robin, on va dire. Après, Waru et Arjun, je pense que c'est les 2 héros, de tout le set qui bénéficient des uniques. Vu que comme tu as dit, tu peux, endormir, ce qui est à peu près comme ancré Bien sûr, ouais. pour les effets du coup, tu peux garder une même carte, unique pendant 4 tours et du coup ça c'est très fort parce que, Ouais, bien sûr. si une unique est forte, tu peux la garder pendant 4 tours, ça c'est au lieu de 2 ça double, c'est très, 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 très fort. Donc, ces 2 héros sont les plus forts avec les uniques et du coup c'est pour ça que je mettrais, Waru avec de bonnes uniques en comme étant le plus fort de tout le jeu. Ok. Alors, on a pris un peu de temps sur Waru, mais je pense que c'est le héros qui était le plus attendu. Tout le monde parle de Waru, tout le monde joue Waru entre guillemets. Et globalement, si vous préparez le tournoi de Angers, organisé par Ludo Trotter, préparez-vous à affronter des Waru. Donc si votre deck se fait exploser par Waru, essayez de trouver des decks quand même, je pense. Yep. On va passer maintenant à Fen. Et tu vois, ça, Fen, c'est un héros que je ne connais pas. Je ne l'ai jamais vu être joué. Je n'ai Ouais. pas vu de decklist qui avait l'air particulièrement puissante avec lui. Mais quand je lis le héros, de manière totalement indépendante, je trouve que le héros fait beaucoup de choses. Et je suis très étonné que les gens n'aient pas encore réussi à le casser. Ce que fait Fen, c'est le matin piocher une seule carte, puis mettez la première carte de votre deck dans votre zone de mana au lieu d'une carte de votre main. Donc ça va vous permettre de ramper, entre guillemets, Enfin, vous n'allez pas ramper en fait, ça va vous permettre de gagner une carte de plus par tour, parce qu'à midi, vous allez aussi ravitailler. Donc en gros, vous allez piocher une carte, ancrer la deuxième carte du dessus de votre pack, et ravitailler une carte, donc prendre la carte du dessus de votre deck et la mettre dans votre réserve. Ça vous enlève du quality advantage, vous avez moins de choix sur ce que vous allez décider d'ancrer, ça sera forcément la première carte du dessus de votre deck et non pas forcément une carte de votre main. Mais ça vous permet théoriquement du coup d'avoir une carte de plus tous les tours que n'importe quel autre héros. Et genre ça a l'air juste bien de faire un peu de value. Par contre, je sais pas trop quelle synergie mettre à côté. Mmh. Hem, En termes de design, je pense que Fen, c'est peut-être mon héros préféré en termes de design. Et très bien design, ça donne, du coup pour les personnes qui ont joué à d'autres TCG et qui n'ont pas l'habitude de mettre des cartes en mana, c'est le héros parfait parce que tu pas obligé de penser à ça, tu peux juste rester tranquillement, penser à tes plays. Tu pas Tu joues avec ta main, tu es obligé de jouer ta main, tu ne peux rien mettre en mana. C'est un Hmm. coût c'est moins flexible du coup, vu que tu peux pas, modifier ta main pour t'adapter au match-up, modifier ta main pour t'adapter à la situation, pendant la partie. Mais, hem, elle te permet de générer beaucoup de value, de cartes Ouais. d'avantage, vu qu'elle va avoir 0,5. Donc quand on parle de 0,5 pour moi, c'est donc une carte, elle est jouée depuis la main, donc 0,5 et elle est jouée depuis la réserve 0,5. Donc ça fait 1 en termes de cartes advantage. Donc, elle met une carte dans la réserve et du coup, ça te donne plus 0,5 tous les tours en termes de Ouais. cartes advantage. C'est très fort. Hem, En termes de C'est puissance, une carte tous les 2 tours. Enfin, je trouve dans ça tous les vraiment ouais, fort en termes de value, quoi. c'est ça et paf oui, c'est ça exactement. Hem, c'est très fort en termes de value, c'est à peu près le même
euh, la même value que Trest quand elle est activée. Donc, quand le héros. Quand le, on parlera de Trest plus tard. Ouais, ouais. Mais en termes de puissance, je pense que Fen est très sous-estimée. Je pense que Fen est très très forte. Même c'est peut-être pour moi le héros Lyra le plus fort du coup, et le plus compétitif. C'est l'intuition que j'ai aussi avec ce héros-là. Je pense qu'elle est très forte, très compétitive. Pour, m- c'est peut-être un hot take. Pour moi, Fen, c'est dans le top 5 des héros les plus forts du jeu. Mais quand tu lis juste ce que fait la carte, sans raisonner avec le pool de cartes à côté, sans raisonner avec les decklists qui ont été buildés, moi, quand j'ai lu Fen, en n'ayant aucune connaissance compétitive d'Alterd, je me suis dit, ok, c'est vachement plus fort que le reste, en fait. Et je suis toujours étonné que le héros soit pas populaire et pas trop buildé, mais je pense parce que c'est un héros qui a pas trop de synergie autour de lui. En tout cas, par exemple, ravitailler dans Lyra, ça a moins d'importance que dans Axiom. Le reste de tes effets, c'est globalement faire de la value. Et faire de la value, ça synergise pas avec des cartes clés. Donc j'ai l'impression que le bon build de Fen, c'est juste un deck mid-range qui jouerait que des cartes qui sont indépendantes et bien statées. Et pourquoi indépendantes? Parce que du fait que tu choisisses pas quelle carte ancrer, ça veut dire que toutes les cartes que tu vas conserver en main, il faut qu'elles soient jouables. Donc tu cherches pas à associer des cartes A plus B, comme tu pourrais le faire par exemple dans Afanas, qui va nécessiter d'avoir des boosts des personnages. Tu veux que des cartes qui sont indépendantes et puissantes. Mais est-ce que ça suffit à en faire un bon deck? Je sais pas. Ton analyse est parfaite à chaque fois, vraiment. Je suis d'accord, vraiment, totalement d'accord. Mais j'espère vraiment. Alors, j'ai pas les compétences pour builder un deck Fen, mais si quelqu'un me trouve un deck Fen qui répond à mon analyse là, moi je vous dis, je jouerai Fen avec grand plaisir. Je t'en donnerai, j'en ai plein. Ah ben, je suis trop motivé. Vas-y, je suis chaud. Je t'en donnerai, promis. Euh, Exactement ce que tu as dit. Fen va jouer beaucoup de stats. Il n'y a pas beaucoup de synergie. Tu vas jouer des personnages qui, ont, qui sont surstatés et tu vas gagner grâce à ça. Et tu vas gagner parce que tu as de la value gratuitement. Après, le problème dans Fen, comme exactement ce que tu as dit, il n'y a pas de vraie carte clé. Donc, tu vas pas tourner autour d'une carte comme Robin, comme la ruche dans Sierra, Hmm. comme les cartes aguerries dans Afanas et Bazira. Donc, tu vas jouer avec toutes tes cartes. Il n'y a pas de carte clé à enlever. Et du coup, ça, c'est un petit problème, vu que l'adversaire ne doit pas garder un truc en tête. Il joue juste contre ce que tu as. Et il n'y a pas de prédiction, il n'y a pas de bluff, etc. Par contre, il y a des uniques très fortes en Lyra qui synergisent très bien avec Fen. Donc, je pense que Fen est très dangereuse avec les bonnes uniques. Ok. Et en plus de ça, il y a des loops infinis avec Fen, même hors unique. Donc ça, c'est cool et c'est très fort. Ok. Pour moi, honnêtement, je la mettrais en A. Ça me fait. Alors ça c'est un call. Personne ne le voit venir et ça me fait très plaisir. Je te suis à fond. Nice. Donc A pour Fen et Crowbar. Faites votre tier list si vous n'êtes pas content. Non, mais c'est vrai que là on théorise un peu le potentiel du héros, mais c'est vrai que pour l'instant c'est un peu caché quoi. Les gens sont pas très hauts sur le personnage. Yep. Là, c'est un personnage que je ne connais pas non plus, qui est donc du coup le troisième personnage de Ordis, et qui s'appelle Gurlang et Toxin. Alors, je n'ai même jamais lu, je crois, l'effet de ce héros-là. Lorsque vous créez un jeton, il gagne un boost, et si vous avez moins de 8 orbes de mana, les jetons boostés que vous contrôlez ont défenseur. Donc défenseur, ça veut dire qu'on ne peut pas avancer, au crépuscule. Par contre, ça bloque l'adversaire et ça l'empêche lui d'avancer. Ça a l'air d'être un deck qui est très contrôle, mais qui veut contrôler par le board. Le fait qu'à chaque fois que tu crées un jeton, il gagne un boost, ça a l'air délirant en termes de développement de stats. Ça a l'air d'être un des héros qui développe le plus de statistiques de tout le jeu. Par contre, du fait que ça ne te permette pas d'avancer sur tes expéditions, il va falloir que tu trouves des mécaniques de contrôle qui te permettent en late game de gagner naturellement. Ça a l'air d'être le héros le plus contrôle du jeu. Et je sais pas du tout où est-ce qu'il faut le placer celui-là, quoi. Tu mettrais où? Juste par intuition. Je l'ai jamais vu builder, je l'ai jamais vu tourner, donc en tout cas c'est sûr qu'il n'est pas populaire, mais la popularité ça traduit pas forcément la puissance du héros. J'ai quand même l'impression qu'en termes de... Si on nommait le fait que le héros n'avance pas en expédition, ce qu'il développe en termes de boost tous les tours,
c'est quand même franchement le héros le plus craqué. Donc juste pour ça, moi je le mettrais en A. Et les gens ont juste pas trouvé le build ou alors ont pas cherché quoi. Ok, 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 ok. Quand je lis la Euh, carte, ça me paraît un peu idiot quoi. oui, c'est vrai que l'effet est très fort. Et pour moi, Fen, donc il y a des personnages qui m'effraient pour les prochains sets. Je pense que des personnages, Gurang en fait partie, c'est des personnages qui ont le potentiel de devenir très forts, même voire trop forts, avec les bonnes cartes. Là, on n'a pas assez de cartes, peut-être pas assez de cartes pour qui créent des jetons. Dans 10, il y en a un peu, mais c'est assez conditionnel et on n'a pas assez pour l'instant. Euh, Gulrang, Lindiwei et Afanas, Arjun aussi, ça fait partie des héros qui me font le plus peur euh, dans les prochains sets. Donc c'est des héros Ok. qui vont gagner en stock. Si vous voulez une vaste dans des héros, c'est vraiment ces trois-là, je pense. Ok. Mais pour l'instant, il a pas le pool de cartes pour briller. C'est C'est un ça. peu le sens du chat actuellement. Pour l'instant, c'est exactement pareil. On a parlé d'Atsadi et Kojo. Pour moi, c'est pareil pour Gulrang et Sigismar. Ou Sigismar, je sais pas comment tu le prononces. D'accord, ok, je vois très Euh, bien. tu prends exactement le même deck, tu remplaces Sigismar tu remplaces Gulrang par Sigismar et tu as un meilleur deck. Le problème, c'est qu'il n'y a pas Ok, je vois. assez de. Donc, la carte parfaite pour Gulrang, c'est une carte qui met directement des jetons depuis la main et depuis la réserve. Par exemple, la Mhm. Gardienne Ordis, c'est une très bonne carte. Euh, Quand tu la pioches en late et que tu as le pouvoir, enfin, tu donnes plus de défenseur à tes jetons, tu as besoin d'avoir des jetons de les mettre directement, et du coup, c'est fort de pouvoir les mettre depuis la main et depuis la réserve. Euh, il n'y en a pas assez de persos qui mettent des jetons depuis la main et depuis la réserve. Il y a le sort Ouvrir les portes qui est très fort aussi. Mais du coup, elle tourne autour de ces deux cartes, principalement Gardienne et Ouvrir les portes. Et du coup, c'est pas assez, je trouve, pour justifier le héros. Pour moi, je les Ok, mettrais en C. d'accord. C'est intéressant parce que, au même titre que Astadi, c'est le genre de héros qui sont invalidés par le starter de base, mais qui, évidemment, avec un pool de cartes supplémentaires, deviendraient probablement meilleurs. Et donc, c'est vrai que le parallèle, il fait sens. Tu vas toujours jouer Kojo et Sigismar parce que le pool de cartes, pour l'instant, n'est pas suffisant pour appliquer la synergie au maximum. Mais effectivement, plus les sets vont avancer et plus les lignes de texte sur ces héros-là sont quand même plus puissantes, plus relevant que le héros de base. Donc, ouais, ça m'étonnerait pas que même à Stadi, qu'on a mis en D, juste parce qu'actuellement le pool lui réussit pas, puisse remonter dans les tier lists plus tard. Ouais. Après, on a parlé des uniques pour chaque héros, et je pense qu'elle peut du coup bénéficier de 3 uniques qui génèrent des jetons. Donc, honnêtement, je la mettrais au même niveau que Korak. Mais D'accord. du coup, pour moi, c'est juste parce qu'Aurak est plus bas. Mais Ok, donc toi, oui, parce que pour toi, Aurak est plutôt en C, c'est ça. et auquel cas, on serait plutôt comme ça. Ouais, et du coup, pour moi, Gulrang et Aurak, même niveau de puissance en termes de D'accord. compétitif. Ok, ça me va, ça me va. On va passer maintenant à Sigismar. Alors ça a été la terreur du préconstruit. Moi, j'avais fait la soirée de lancement Altered et tous ceux qui avaient joué Sigismar avaient pu faire 5-0 contre leurs adversaires. Moi, j'avais joué Kojo, j'avais fait 4-1. C'était très sympa cette soirée de lancement Altered. Et tout le monde un peu dans la salle avait remarqué que quand tu es débutant, quand tu prends en main au début le jeu, bah, Sigismar, ce que ça fait de base, ça te donne quand même un avantage net sur la partie. Est-ce que maintenant qu'on a le pool de cartes définitif de Altered, le power level de Sigismar est un peu nerfé, ou alors non, ça reste quand même très puissant, juste parce que son effet est intéressant, quoi. Et que son pool de cartes est cool. Moi, d'après moi, ça serait au Ouais. moins tiers A, parce que j'ai le souvenir vraiment d'un héros très puissant quand on testait les starters. Le héros est très, très, très puissant. C'est un héros qui ne me fait pas peur par rapport au futur set. Dans ce set, il est très, très fort. Ok. À un minimum, pour moi, il est facilement S, voire plus fort que Warou. Ok. Ça m'étonnerait pas que ça soit les héros effectivement qui poseront pas problème plus tard parce que pas forcément de synergie, mais du fait que là on est un pool plus restreint, bah, juste leur hero power carry le. Tu vois, en l'absence de synergie, ils font déjà des choses puissantes quoi.
Ouais, et surtout, je voulais parler du coup des 3 persos qui sont juste à côté, Sigismar, Teja et Subash. Donc Ouais. là, on parle de stats gratuites, donc c'est un peu à peu près comme Kojo. Mais là, tu as, avoir un jeton, donc tu payes 0 pour avoir une 1/1 tous les tours gratuitement, c'est hyper fort. C'est Hmm. l'effet peut-être le plus fort de tous les héros. C'est vraiment, vraiment fort. Donc tu payes 0 pour avoir une 1/1 et en plus de ça, tu peux, il y a beaucoup de synergie avec le nombre de personnages que tu as sur le board, comme l'entraînement, physique, hem, chargé par exemple. Donc il y a plein, plein de sorts dans Ordis qui, synergisent très bien même avec l'effet de base de Sigismar. Hmm, ok. Je pense qu'il est très fort vraiment. Il bénéficie pas forcément, des uniques, enfin pas autant que Warrow. C'est pour ça qu'ils sont, je pense Warrow plus de bandes uniques est plus fort que Sigismar. Je pense D'accord. que si on met des uniques moyennes pour les 2, Sigismar est plus fort que Warrow. Ok, bah ça revient, enfin c'est plutôt à l'équilibre de ce que je pensais, quand on joue avec des starters ou avec un pool de cartes plus faible, si Ismar est vraiment, vraiment meilleur. Ouais. Ouais. Ok, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Teja, dans le sens où pour 0, tu as un de stats, mais en plus de ça, ce 1 de stats va synergiser avec tes autres cartes. Muna parce que tu vas ancrer la carte sur laquelle tu as staté, et Sigismar parce que tu vas être récompensé à avoir des tokens. Donc ça me choque pas du tout que ça soit en tier S pour l'instant, ouais. Yep. Tu voulais parler de Teja directement après Ouais. Sigismar parce que c'est le même genre de héros. Je vais vous afficher quel est le texte de Teja. C'est quand même très très simple comme texte. Le premier personnage que vous jouez chaque après-midi gagne un boost. Plutôt simple. Teja, c'est un héros que moi j'ai un peu joué, notamment avec les précos, qui était très satisfaisant, très sympa à jouer, qui, à mon avis, euh, a des builds assez obvious et peut-être des builds plus cachés. Les builds assez obvious, c'est bah écoute, on va juste faire des decks qui essayent d'empiler les stats et d'ancrer ces stats-là. Et ça a l'air juste déjà fort de faire ça comme ça. Est-ce que le deck il a d'autres plans d'attaque? Ça, je sais pas, mais juste sur ce plan de base, je vais ancrer des personnages que j'aurais boosté au préalable. Ça me paraît être facilement tier A déjà. Ouais, comme tu as dit, donc on a parlé de stats gratuitement, donc c'est exactement pareil. Tu as une 1/1, pour 0 tous les tours. Si tu, du coup, si tu joues un personnage, donc il y a une petite condition. Dans Mona, il y a beaucoup de personnages qui ont ancré. Et du coup, c'est quand tu donnes un boost à un personnage qui est ancré, tu le gardes pendant 2 tours. Et du coup, techniquement, tu as eu une 2/2/2 pour 0, vu que tu as ancré le +1 et du Hmm, coup, il compte aussi pour le tour d'après. Donc, en termes de stats gratuites, déjà, c'est terrifiant comme héros. ok. Elle est, c'est sûr qu'elle est S tier. Sûr, sûr, sûr. Ok, Elle est d'accord, carrément. Oui, c'est sûr. Elle est facilement dans le top 3 du jeu, je pense. Elle est un peu D'accord. sous-estimée. Les builds sont pas encore opti, à mon avis. Il y a des decks déjà qui, me terrifient. Je ne veux pas jouer contre ce héros. Hem, D'accord. pour moi, c'est, heu, pareil, au même niveau que Sigismar et Warou. Le seul problème dans Teja, Muna en général, c'est le manque de sabotage, le manque dans toute la faction. Le manque d'interaction, avec le board D'accord. adverse. Donc on a le cocon, en rare, on a d'autres cartes, qui permettent de gérer quand même les personnages adverses, mais il y en a pas assez et elles coûtent trop cher ou elles donnent de la mana à l'adversaire ou et cetera, et cetera. Donc elle a pas les meilleurs removals, les meilleures interactions. Donc contre une unique, par exemple, qui est très forte, que tu dois absolument gérer, sinon tu perds la partie, Teja galère à gérer cette unique. Ok, d'accord, intéressant. Ça revient un petit peu à la comparaison de Sigismar et Kojo, où le héros du starter a l'air de faire des choses naturellement puissantes, et peut-être que c'est pas forcément les héros qui profiteront le plus des prochains sets. Peut-être que là, on ira plus chercher du côté des autres héros Muna, mais voilà, ça a l'air juste d'être de manière très simple en fait, très, très visible, très fort quoi. Il y a il y a Monkey, Mihawk dans le chat. Je pense que c'est il me semble que c'est un game designer ou un playtester, j'ai oublié. Mais qui dit que Mona, c'est pas le meilleur héros, Il y a un tiers zéro pardon, caché. déjà, c'est pas le Ok. meilleur, héros Mona, il y a un tiers 0 caché. J'espère que c'est pas Rin, parce que ce serait drôle.
Mais, mais oui, je pense que c'est du troll un peu quand même, c'est un peu du bait. Euh, Mais ils euh, aiment bien faire ça, hein. Ils aiment bien faire ça, essayer peut-être des fois de nous envoyer sur des mauvaises pistes, ou alors juste nous envoyer des takes, mais sans forcément les expliquer. Et je trouve ça assez amusant, ce jeu entre la communauté et les game designers d'Alter. Ils sont aussi très disponibles et ça m'amuse beaucoup. Mais c'est vrai que des fois, ça me fait réfléchir quand je les entends parler de certains héros. Ça voudrait dire que ça serait Oracle le tiers zéro caché. En vrai, ça si on vraiment. admet qu'il peut en créer des uniques pétés, pourquoi pas, hein. Oracle, tu veux dire Arjun? Ah, j'ai dit Arjun, pardon, j'ai dit Oracle, mais j'ai confondu. T'inquiète. Et C'est puis Arjun, déjà, hein. je pense que c'est S aussi parce que ça a l'air de répondre naturellement bien à Ordis. Donc ne serait-ce que par contexte de méta, ça a l'air déjà pas mal aussi. Exactement ce que tu as dit, c'est très fort contre Waru. Et il y aura beaucoup de Waru, et du coup c'est fort. Juste pour cette raison, en plus de ça, le deck est très très fort de base. Ok, ok. Soubash, du coup, que je connais peu, je me suis plus intéressé à Trest, Soubash et Marmot, que t'as voulu, enfin, t'as voulu en discuter après Teja et après Sigismar, peut-être parce qu'il a le même genre d'effet. Là, c'est pas pour zéro, tu vas avoir un de statistiques, c'est pour un, tu vas avoir deux de statistiques. Hmm. Je pense Subash et Lindy c'est les deux héros que j'ai le plus bossé. Ok. Euh, donc à midi, tu vas payer 1 et tu vas mettre une carte de ta main en réserve pour créer un jeton dans l'expédition ciblée. Donc à Ah, midi pour ça, les ça te personnes. coûte aussi 0,5 de Ouais, c'est value, exactement. mais c'est bien pour Axiom. Ouais. Ok. En théorie, ça te coûte 0,5. Des fois, ça te coûte pas 0,5 vu que si tu mets un permanent, techniquement, ça te coûte pas 0,5. Si tu mets un sort qui est fleeting ou un personnage qui est fleeting, donc fugace, pardon, euh, ça ne te coûte pas 0,5 vu que de base, la carte est 0,5 comme les permanents. Euh, Ça a l'air fort, hein. Ça, je sais pas dans quel tiers ça va, mais c'est forcément dans les hauts tiers, puisque le héros à la fois développe des stats pour pas cher, et en oui. plus de ça, synergise avec le plan de jeu du reste de ton pool de cartes. Et, Hello, Lindy Way n'est pas dans la tier list. Ouais, on en a parlé. Ouais, malheureusement, mais on en parlera après, C'est Charles. c'est Charles. Ouais. Donc à midi, comme je dis pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est avant que le tour commence. Donc Hmm. avant, après avoir mis de la mana, donc tu mets le Donc token. tu valides mon intuition comme quoi ce héros serait au moins A ou S? Oui. Après, donc je l'ai mis à côté de Sigismar et Teja. On a mis à côté de Sigismar et Teja pour une raison, c'est là on paye quand même 1 pour avoir une 2/2 au lieu de payer 0 pour avoir une 1/1. Une question pour toi et pour le chat, du coup. Est-ce que tu Ouais. préférais, dans un monde théorique, est-ce que tu préférais avoir une 1/1 pour 0 ou une 2/2 pour 1 tous les tours? Ah, je préfère avoir une 1-1 pour 0 tout le temps parce que ça répond mieux notamment aux interactions et ça te permet de ne pas dépenser ton mana, en tout cas de le dépenser ailleurs. Par contre, ce qui me laisse penser que Soubash est potentiellement peut-être un peu plus fort, notamment avec le pool de cartes Axiom, que les autres héros qui développent des stats gratuites, c'est parce que mettre en réserve, c'est un effet bonus, c'est un effet bénéfique pour Axiom. Donc si Ouais. on admet que le 2-2-2 pour 1 il est équivalent ou un peu moins bien que le 1-1 pour 0. Ce qui m'intéresse avec Soubash, c'est de mettre une carte en réserve. Ouais, tu peux build le deck pour du coup avoir plus de value, avoir plus de cartes d'avantage pour combler ce problème de perdre du coup les 0,5. Mais aussi le plus important pour moi, le truc qui me déçoit un peu, enfin, je voulais jouer Soubash à Angers. Voilà. Donc c'est un des persos que je considère que j'ai considéré pour Angers, mais je suis en train de le lâcher, pour être honnête, Ok. parce que le coût en mana me pose problème. Je pense que être réactif dans Altera, c'est très important. Donc réagir à ce que l'adversaire fait, c'est très important. Mais avoir moins de mana, ça te permet du coup de réagir moins, vu que tu peux faire moins d'après-vous. Donc par exemple, si tu joues une carte à 1, Ouais, ouais. enfin, t'as déjà un retard de mana. C'est vrai que t'as pas un retard de stat, t'as un retard de mana. Et du coup, c'est moins réactif, c'est plus bourrin. Et je trouve ça un peu euh, restrictif, pour moi, personnellement. Je te rejoins là-dessus. Si on avait le même effet qui crée un Scarabot pour 0, bah, ça rendrait le héros meilleur. Mais j'ai l'impression que du coup, ce downgrade de créer une 2-2-2 pour 1 par rapport aux autres qui mettent des stats pour 0,
Je pensais qu'il était comblé par le fait de mettre ta carte de ta main en réserve, mais Alors, j'entends que effectivement ce problème de réactivité puisse être un petit souci, quoi. ouais, pour moi, mais c'est un min-max pour moi. Après, c'est vrai que niveau unique, tu peux avoir des uniques qui synergisent très bien avec les Scarabots. Donc, par exemple, qui donnent des boosts aux Scarabots, qui donnent qui ont des effets par rapport aux Scarabots. Ou par exemple, quand tu contrôles un jeton, fait X. Donc, moi, j'ai des uniques déjà que j'ai acheté ou échangé qui ont cet effet. Donc, qui sont D'accord. constamment activés dans l'Axiom et c'est très fort. Et tu peux faire ça qu'avec Soubash. Et je pense que Soubash, c'est le perso qui peut se permettre de jouer le plus d'uniques avec le texte si vous contrôlez 2 permanents ou plus. Donc il y a Sierra et Soubash. Pour moi, Soubash, c'est plus facile de mettre des permanents que Sierra, même si ça paraît contre-intuitif. Mhm. Je pense que il est entre A et S. Pour moi, je le mettrais en A. Ouais, on va le mettre au sommet du tiers A. C'est à peu près là où je l'aurais mis aussi par pure intuition. Ça m'a l'air quand même très fort. Et il y a une fun fact de Charles qui bosse au game design qui disait qu'avant, la première version de Shubash te permettait de créer le 2-2 pour 0. Ce serait Et là, le pour le plus, coup, ouais, j'imagine comme ça peut être broken. ce serait le plus fort de tout le set, ça c'est sûr et Ouais. certain. Ouais, je mettrais en A pour moi, mais je pense que la majorité des gens, même peut-être quelques game designers et playtesters, pensent que Soubash est S du coup, et pas A. Ok, moi ça me va d'assumer la position de le mettre au sommet du rang A. Ok. Rin et Orchid. J'ai présenté une version de Rin et Orchid qui fonctionnait avec le Festival de l'Ira, qui est une carte qui permet de gagner la partie lorsqu'on a un personnage endormi, ancré et fugace sur le terrain. Je ne sais pas tellement si le héros est propice à ça, mais c'est une liste que j'avais trouvée, que j'avais trouvé plutôt amusante, en tout cas une condition de victoire alternative. Ça me paraissait être assez sympa. Ce héros-là dit que lorsqu'une de nos expéditions avance grâce à une plante, on pioche une carte, puis on met une carte de notre main en réserve. Donc ça nous permet de faire un peu de value à la fin de chaque tour si on avance grâce à une plante. Et dans Moona, c'est assez facile d'avancer grâce à des plantes. Euh, donc théoriquement, tu es censé piocher une carte tous les tours si jamais tu arrives à avancer. Par contre, tu dois prendre une carte de ta main et la mettre en réserve. Donc on va dire que ça mitige un petit peu le card advantage que tu fais. Est-ce que ça en fait un très bon héros? J'ai l'intuition que ça doit être vers le B et que c'est le genre de héros qui, pareil, a des builds assez cachés. Mm. Ah non, c'est lorsque tu avances grâce à une forêt, pardon, jusqu'à un biome forêt, non pas grâce à une plante. Euh, c'est le genre de deck qui doit être difficile à builder et qui doit révéler toute sa puissance, probablement quand les gens auront vraiment beaucoup défoncé Altered, ou peut-être même dans les prochains sets. Je me rends pas bien compte de sa puissance. Ouais, je suis à peu près d'accord. Je pense que j'aime pas trop Rin pour moi. Je pense Ok, qu'il n'est pas B, et entre C et D. Et je vais expliquer pourquoi. ok. Vas-y, Je vas-y. pense que par rapport aux deux autres héros Moona, du coup Arjun et Teja, elle est beaucoup plus dure à jouer. Pas plus dure à jouer qu'Arjun. Elle est plus compliquée en termes de. En fait, il faut gérer plein de choses. Il faut pouvoir avancer, il faut pouvoir bait l'adversaire pour avancer, pour avoir la pioche et les trucs, la carte en réserve. Euh, et il faut vider du coup la réserve pour avoir le slot, pour ne pas perdre le 0,5 de value que tu fais avec son effet. Mhm. Euh, en fait, si pour moi, c'est s'il y a des gens dans le chat qui aiment bien le festival, donc festival Lyra en Out of Action Moona, Mhm. donc il y a une condition de si vous avez un personnage ancré, un autre personnage fugace et un autre personnage asleep, endormi, vous gagnez la partie à la fin du tour. Donc c'est une alternate win con qui est c'est assez fort. Je pense que Rin, entre les trois héros Moona, Rin c'est le héros qui marche le mieux avec Festival. Ok. Parce que tu t'en fous d'avancer vraiment, tu veux juste générer un peu de value, creuser dans ton deck, chercher les personnages, chercher le festival. Euh, donc, si on prend en compte le festival, je pense que Rin, je la mettrai en C, en bas du C. Si on ne prend, s'il y a une decklist Rin sans festival, je la mettrai en D. Ah ouais, d'accord. À ce point-là. Oui, je pense qu'il n'y a aucune raison de jouer Rin si tu ne joues pas festival. Voilà.
En fait, ce que je comprends pas, moi, c'est pourquoi la carte te récompenserait à mettre des cartes dans ta réserve alors que tu es en faction Moona et que la faction Moona n'est pas forcément la faction qui profite le mieux de la réserve. Donc vraiment, le fait de mettre ta carte en main en réserve, c'est pas comme dans Axiom où ça va combler le card disadvantage. Là, tu fais vraiment juste 0,5 de value, au mieux, tous les tours. C'est sur le Et, corset, Charles. j'ai essayé de répondre. C'est le corset uniquement, on parle pas du potentiel du héros dans les futurs sets. Ça arrive qu'on prenne en compte le potentiel du héros dans les futurs sets, pour le coup, mais c'est surtout à l'aune du méta actuel. Ouais, c'est ça. Juste pour répondre au truc que tu as dit par rapport à la réserve et Moona, c'est vrai que Moona ne bénéficie pas autant qu'Axiom, mais il y a des cartes comme par exemple le Kodama, il y a la fille d'Hydrasil. C'est des cartes qui ont des effets négatifs quand tu les joues depuis un an, enfin la version commune, mais qui ont du coup que tu peux dodge ces effets en les jouant depuis la réserve. Donc par exemple le Kodama, il va être endormi quand tu vas le jouer depuis la main, mais si tu le joues depuis la réserve, c'est une 2-2-2 pour 3 enfin une 3-3-3 pour 2, pardon. Donc c'est très fort. Pareil pour la fille d'Hydrasil qui ne fait pas piocher l'adversaire, vu que tu la joues D'accord. depuis la réserve. Donc il y a des effets comme ça dans Moona, c'est juste que tu préfères jouer Arjun ou Teja. C'est pas aussi visible que dans Axiom. Effectivement, le chat relève un truc qui est intéressant. Avec Rin Orchid, tu es capable de piocher 2 cartes par tour. Si jamais tu avances sur les 2 côtés de l'expédition. Le problème de ce héros-là, c'est qu'il a un peu win-more, c'est-à-dire que si tu avances déjà des 2 côtés de l'expédition, bah oui, tu vas trigger 2 fois son effet, mais tu étais déjà content d'avancer 2 fois Exactement. sur chaque côté de l'expédition. Alors que à l'inverse, quand ton adversaire t'empêche de jouer et que tu n'arrives pas justement à prendre les expéditions, bah en plus de ça, ton héros fait rien. Donc, je comprends entre guillemets pourquoi tu l'apprécies pas, quoi. Ça a l'air d'être un héros qui snowball très fort par contre. Exactement. Analyse parfaite. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Je la mettrai en bas du C quand même. Il y a un potentiel de snowball qui est super violent, attention. C'est pour ça que moi, je souhaite pas la mettre en D. Il y a quand même un monde où, premier tour, tu avances des 2 côtés et tu commences à générer de la value qui est un peu irrattrapable. Mais bon, à voir, quoi. Mm. On a ensuite l'avant-dernier héros, c'est Trest. Trest, pareil, qui est un héros qui est très apprécié, très joué. Ça, c'est un héros Axiom qui dit que lorsqu'une carte quitte votre réserve pendant l'après-midi, si on a moins de 5 compteurs ferraille, on gagne un compteur ferraille. Et si on a au moins 5 compteurs ferraille, on peut l'engager, piocher une carte, puis mettre une carte de notre main en réserve. Donc Trest, en gros, dès qu'on va avoir réussi à acquérir nos 5 compteurs ferraille, bah, c'est une carte qui va générer beaucoup de value, notamment en late game, et qui va beaucoup profiter d'avoir des effets qui vont permettre de mettre les cartes de la main à la réserve. Pour le coup, j'ai vu un petit peu le héros tourner. En late game, ça développe vraiment, vraiment beaucoup de value. Ça fonctionne très, très bien avec la synergie des Axiom. Mais globalement, je trouve que Axiom, c'est la faction qui a les 3 héros les plus intéressants, entre guillemets, qui ont l'air tous forts. C'est pas tellement caché, quoi. Là où il y a des héros qui sont peut-être vachement plus cachés dans d'autres factions. Et Trest, ça m'étonnerait pas que ça soit au sommet du tiers A, voire en tiers S pour certains, quoi. Yep. Après, on n'a pas parlé du Havre, donc le permanent Axiom, Ouais. qui coûte 2 dans le. La transfuge de Bravos. C'est ça, c'est du coup peut-être la deuxième carte la plus forte du set, après Robin, à mon avis. Ok. Carte est très, 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 très forte. Vraiment. Et du coup, Trest et Soubash jouent très bien autour de ce permanent. Trest, les deux jouent très bien. Tu la mettrais en A, j'ai vu que tu l'as déjà mis en A. Non, mais c'est amené à bouger, hein. Ok, ok. Il est très fort. Très, très fort comme héros. Il prend du temps, du coup, à s'activer en early. Donc c'est un truc. Il sera beaucoup plus fort à partir du moment où tu as activé son effet. Et du coup, en termes de deck building, tu vas essayer de build ton deck pour essayer de vider la réserve le plus vite possible pour permettre d'avoir le 0,5 de value et de mettre une carte dans la réserve tous les tours, à tous les tours. Donc ça, c'est cool. Le petit problème avec Trace, c'est que waouh, donc c'est un deck qui va être sûrement beaucoup joué et c'est un deck qui est très fort. Ouais. Défonce Trest. Je pense que Ça c'est le m'étonne pas pire du tout. match-up pour Trest pour plusieurs raisons.
La première raison, c'est le Robin va ralentir les cartes que tu vas jouer depuis la réserve et la main, et du coup ralentir les compteurs que tu vas mettre sur, du coup, pour activer ton pouvoir, Ouais. l'effet de Trest. De deux, il y a la carte la plus forte contre Trest, c'est le Monolith Legate, les gars du Monolith. C'est une carte qui sabote après, donc au crépuscule, il me semble, après le crépuscule. Et du coup, en fait, ça enlève, ça sabote la carte du Trest sans activer l'effet. Par exemple, si tu sabotes avec un effet pendant le tour, Trest va quand même activer, va avoir un compteur de Ok. plus. Mais vu que tu sabotes après le crépuscule, vu que là c'est marqué une carte quitte votre réserve pendant l'après-midi, donc D'accord, ok. Legates, Monolith Legates va du coup enlever la carte, ralentir Trest énormément, et en plus de ça, enlever de la value. Donc ces deux cartes sont trop fortes contre Trest, et le match-up est très 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 compliqué contre Warou, je trouve. Je la D'accord. mettrai jamais en S. Euh, pour moi, je le mettrais même pas en A, honnêtement. Ok. Je le mettrais en haut du B. Mais, je sais que c'est un héros qui est né et tout le monde va pas être d'accord avec ça. Je pense que j'ai vu des uniques très très fortes. Très très fortes avec Trest. C'est des uniques Ok, qui peuvent sublimer le deck. c'est ça, qui permettent de vider la réserve en 2 tours. J'ai une unique que je te montrerai peut-être plus tard, qui est très très Ok. forte avec Trest. Une méduse lunaire. Je pense avec ces uniques, avec 3 uniques très très fortes, ce héros mérite A facilement. Et avec le Havre, du coup, qui est Ok. la deuxième carte la plus forte du jeu, Ouais. c'est C'est normal qu'ils soient. intéressant parce que Trest a l'air de souffrir de la méta avec Warou, mais je suppose que la méta Warou a été anticipée par le game design, j'en parlais tout à l'heure, et qu'il y a probablement pas mal de decks qui vont devenir des bons prétendants au tiers S quand ils auront trouvé de quoi attaquer Warou. Je pense à des decks comme Teja qui vont en créer des personnages, et peut-être qu'à ce niveau-là, par des engrenages de méta, en fait, ce qui se passe dans tous les TCG, Trest pourrait revenir prédater ces decks-là au vu de la disparition de Warou. Donc là, c'est vrai que pour l'instant, c'est un deck qui est en tier A, mais de sa synergie, la value qu'il a l'air de développer, les possibilités de gameplay qu'il a, ça reste un héros qui frôle le tier S, j'imagine. En tout cas, moi, quand j'ai vu le deck tourner, je me suis dit, ok, ça développe quand même des trucs assez débiles, quoi. Yep. Moi, je pense que le héros serait en S si Warou n'existait pas. Voilà. Ok. Donc du coup, il pourrait devenir S si les gens font un petit peu redescendre Warou de son piédestal actuellement. Et c'est pas impossible que ça finisse par arriver. On le laisse en A, ça te va? Ça me va parfaitement. Est-ce que là, c'est la bonne place? Je crois que Fen est quand même très spéculative dans ce tiers A, donc on va Oui, c'est vrai. peut-être pas la Faut en mettre devant, rajouter. devant Trest, quoi. Moi, je préfère jouer Fen que Trest. Mais Ouais, parce que le texte sur la carte est trop cool. le texte sur la carte est trop cool, et le héros est fort, je trouve. Ouais. Bah écoute, j'ai hâte que tu me partages tes listes Fen. C'est probable que je m'amuse à jouer ça au début. Mhm. Dernier Et personnage qui était malheureusement pas dans la tier list, j'ai pas vérifié avant de lancer le live, pardonnez-moi, c'est Lindiwe et Mo. Donc je repars directement sur la page. Lindiwe et Mo, c'est un personnage qui dit que lorsqu'on l'épuise, on peut créer un jeton compagnon qui est 000 dans notre expédition compagnon avec lorsque vous sacrifiez un personnage, je gagne 2 boosts et cette action coûte 1 de plus si vous n'êtes pas le premier joueur. Ok, donc un tour sur 2, ça va nous coûter une ressource pour créer un token 0-0 qui va devenir donc du coup 2-2-2 si on arrive à sacrifier des cartes. Donc c'est un héros qui est très conditionnel, en tout cas très conditionné à des synergies, conditionné à des synergies sacrifices, mais ce que Izmir essaye d'assumer en tout cas. C'est le genre de héros qui est pas facile à builder de ce que j'en comprends et qui probablement deviendra de plus en plus puissant au fur et à mesure que les sets sortent, mais qui peut-être que avec seulement le corset arrive peut-être pas à se hisser jusqu'au tier S et au tier A. Ça a une tête un peu de héros tier B, quoi. ok, Est-ce que tu as plein de bons effets sacrifices? J'avoue que j'ai pas assez de connaissances sur le pool de cartes. Le texte du héros m'a l'air vraiment très fort, en tout cas très synergique, très treste tiers dans l'idée, mais il faut que du coup le pool de cartes s'implémente bien avec, quoi. y a pas exactement. Du coup, comme je te dis, Nindiway, c'est le héros que j'ai le plus joué.
J'adore ce héros. Je pense que c'est le héros le plus dur à jouer dans le jeu et le plus dur à deck build dans le jeu. Tu as, C'est fort probable. énormément de décisions constamment, hem et il y a de gros en termes de deck building, je pense que la communauté pense que le héros est très, très faible, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Hem, pour moi, sans je suis quand même biaisé, mais je la Ok. mettrais en A. Je trouve qu'elle est très forte. Ok. Même actuellement avec le corset, sans spéculer sur son Ou potentiel futur. je pense que c'est le héros qui a le plus de potentiel futur, parce que je sais déjà qu'elle a été assez faible, puis assez très forte. Puis Ok. maintenant, c'est une carte assez balanced. J'adore son design, j'adore son effet, j'adore son potentiel futur. Même dans le set, là maintenant, c'est un des héros que je considère pour le gros tournoi, d'Angers. Hem, je pense que tu as les atouts pour battre Warou. C'est juste qu'il faut bien deck build et il faut bien c'est très dur à deck build vraiment, mais Hmm. et des uniques très chouettes aussi. Moi j'adore ce perso, donc je suis biaisée, genre il y a pas de C'est pas de vrai que cache. si tu synergises avec les effets sacrifices, tu vas développer 2 de stats pour un, ce qui revient globalement, même si c'est moins bien, à développer un de stats pour zéro. Comme on essaye de prendre des équivalences pour analyser comparativement les héros. Donc tu es capable de faire du zéro pour un tous les 2 tours et du zéro pour 2 tous les 2 tours. Si jamais les effets de sacrifice sont dans ta synergie et ne te coûtent rien. Donc effectivement, il a l'air de générer 0,5 points de plus que tous les héros qu'on trouve très puissants comme Teja et Sigismar. Yep, Mais par contre, il lui faut beaucoup d'effets sacrifices intéressants dans le pool de cartes. Je pense notamment à des trucs comme Anubis. Il y a des uniques Anubis qui coûtent 4 mana, qui font yep. sacrifier le board de part et d'autre. Donc j'imagine que c'est le genre d'unique que va rechercher l'Indie Way. Et effectivement, si j'analyse juste le fait qu'il développe 0,5 de plus que les autres héros, ça me paraît cohérent de ne pas le mettre en dessous du tier B. Ouais. Hem, oui, c'est ça. Après, je pense la meilleure stratégie, c'est je dis que la carte est nulle comme tout le monde et comme ça, elle se fait buff au prochain set et moi j'en profite, voilà. Heu, non mais Tu peux faire ça, mais je préfère qu'on colle justement l'Indie Way et que les gens soient là en mode waouh, ils avaient tout prévu, tu vois. ouais, moi je trouve qu'elle est forte. Je pense que les gens sont pas d'accord si on la met en A. Heu, Ok. Et entre c'est notre tier list, ils ont qu'à faire la leur s'ils sont pas d'accord. le prochain set est déjà terminé, désolée, je sais, mais je parle des sets, ouais. Heu, entre B ou C, je pense que B quand même. Pour moi, Ok. je la trouve pour moi, c'est le héros le plus fort en Izmir, pour moi. Mhm. Mais donc c'est compliqué, j'essaie d'éviter d'être biaisée. Je la mettrais en B après Arjun, Au-dessus de. en dernière position. Ok, ça marche. Juste parce que je pense que quand même, elle est très, très dure à jouer. En plus d'être très dure à deck build, Ouais. le fait de jouer dans un gros, gros tournoi, tu vas jouer 9 games juste en Suisse et puis le top 4. Avoir joué, enfin, être constamment à 100 en termes d'énergie fournie, enfin, que tu dois fournir pour faire des plays et cetera, c'est compliqué. Je pense à la longue, c'est très fatigant et du coup, c'est pas le meilleur, héros, en termes de tournoi juste à cause de ça. Ok, mais ça s'entend. Ben, écoute, alors je peux pas rajouter l'Indie Way parce que j'ai pas, j'ai pas la possibilité là sur MetaMaker, mais sur TierMaker, pardon. Mais effectivement, ok, on la mettrait en tier B juste après Arjun. Est-ce que maintenant que la tier list est finie, finalisée, est-ce qu'il y a des héros que tu voudrais redescendre ou remonter par pondération des autres héros qu'on aurait classés? Hem, je pense que je remonterai Warou en top 1 et mettre Devant Sigismar. Sigismar. Ouais, je pense. Avec les uniques, comme on a dit, c'est pas la personne qui va avoir les bonnes uniques dans Warou, battra tous les Sigismar qui existent. Voilà. Ouais, mais est-ce que Sigismar, lui, aura pas un meilleur match-up contre les Teja, les Muna? Est-ce que le deck est pas plus indépendant? Heu, oui.
C'est juste, tu es beaucoup plus, tu es flexible en termes de deck building, tu es flexible en termes de gameplay aussi, vu que tu es pas obligé d'endormir quelque chose. Tu peux utiliser toute ta mana pour enlever un truc et du coup, contre Teja, c'est fort. Tu vas enlever les trucs de Teja qui sont ancrés et du coup, ça te permet de pas perdre, de pas casser ton rythme. Par exemple, Warou, si tu veux enlever un truc ancré, tu vas peut-être utiliser toute ta mana et du coup ne pas avoir de bureaucrate endormi et du coup ne pas Ok. générer de tokens et casser un peu ton rythme. Alors que Sigismar, tu pas obligé de faire ça en fait. Et du coup, c'est de Hmm. la value gratuite. Je M- pense qu'ils sont vraiment au même niveau. Moi, j'aime bien le fait que les gens ils vont se préparer contre Waru, que c'est le deck qui est très attendu et que les gens ils vont avoir des plans proactifs, j'imagine, pour attaquer Waru. Là aussi, Gizmar me semble beaucoup plus difficilement attaquable. Mmh. Regarde, juste tu vas faire ton token. Ton token, au-delà d'être une stat pour 0, c'est en plus de ça une synergie avec le reste de ton deck qui est pas très coûteuse. Je prendrais bien le parti de le laisser devant Waru, moi, tu vois. Ouais, ça me va parfaitement. Est-ce qu'il y a autre chose que tu. Est-ce que on remonterait à Stady dans le tiercé ou vraiment ça te paraît très compliqué à faire fonctionner? Pour honnêtement, ça me paraît très compliqué. Je pense que après c'est le seul, donc entre, là il y a 18 héros, donc 18 héros. Ouais, C'est c'est déjà énorme que je pense le boulot, qu'ils ont dû faire pour équilibrer et pour design, les 18 pour qu'ils soient tous jouables et tout. Ça m'étonne. Il y a que Atadi qui me pose personnellement un peu problème, ok. hem, mais c'est déjà, c'est énorme, voilà, donc mais pour répondre à la question, moi, je garderai quand même Atadi en D, je pense. Ok, non mais ça me va, assumons ce choix. Je pense que ça fait partie des héros, comme je l'expliquais, qui, euh, avec le pool de cartes du corps 7, peuvent pas autant briller que quand on va leur ajouter des pools de cartes, parce que très dépendant d'un deck building particulier. C'est pas impossible que le héros soit voué à remonter dans les tiers, un peu comme Aurak, un peu comme Rin, même comme le héros très défensif de Hordis. Hein. Ça a l'air d'être des héros qui vont facilement, avec un pool de cartes important, dépasser les héros de base comme Kojo par exemple, ou déjà peut-être. On verra bien par la suite. Ouais, Ok, mais après elle est plutôt cool cette tier list. après il y a une tendance il y a des gens qui aiment bien jouer le perso le plus faible, donc par exemple dans Smash ou dans tous les jeux, le plus faible juste pour prouver que ou c'est juste, pour sentir qu'on fait quelque chose, enfin, c'est souvent un truc Ouais. populaire de jouer les persos un peu underdog, donc Bien sûr. Mais c'est ça, bien moi, ça, d'avoir ça m'intéresse moins pour la tier list. Si les gens sont très forts, très compétents avec le jeu et qui sont capables de faire briller des persos moins forts, ça n'invalide pas pour autant la tier list. Quelqu'un peut gagner le tournoi d'Angers avec Astadi parce qu'il est juste beaucoup plus fort que tout le reste de la salle. mmh, Mais quand bien même, il aurait probablement fait le même résultat en étant sur Sigismar. c'est vrai. Après dans la tier Donc, list, entre B et C, on a dit on pourrait rajouter un tiers où on ouais. mettrait Arjun, Aurak et Gulrank. Je pense que ces 3 sont plus forts que Nevenka et Erin. Ok, d'accord. Effectivement. Donc tu me disais c'était Aurak et. Ok, ouais, les deux premiers, c'est bon, c'est dans l'ordre alors. Yep. Non, mais c'est parfait. Après, je sais pas si le chat a des avis, s'il y a un héros qui vous choque, vous voulez bouger un truc, je sais pas. Vous pouvez, Ouais, n'hésitez pas, le chat, c'est votre moment. Vous avez votre mot à dire. Alors, évidemment, sur ce stream, nous ne sommes pas en démocratie, donc nous ne sommes pas obligés de changer la tier list pour autant. Mais est-ce que cette photographie du méta, pour l'instant, encore une fois, un méta, c'est évolutif, ça bouge et on aura quelques vérités, en tout cas quelques précisions appréhendées. Est-ce que pour l'instant, ça vous paraît être une photographie assez correcte de l'alter compétitif? Gulrang, ça me paraît ultra bas. Ça fait partie des personnages qui seront probablement très très forts plus le pool de cartes augmentera. Mais on a jugé qu'avec le corset, il était difficilement plus haut. Rin en B voire B+, et Afanas en A pour Cledus, ok, qui teste beaucoup aussi. je suis d'accord avec Afanas. Je pense qu'Afanas peut être en A. Je suis pas d'accord avec Rin. Je pense que Rin reste bien, c'est Ok, ça me va. Je trouve aussi que Rin, c'est le genre de deck que j'apprécie pas trop. C'est snowball, donc c'est-à-dire que ça peut détruire la game facilement dès que ça commence à tourner. Mais quand ça tourne pas, ça fait rien en fait. Tu bénéficies d'aucun effet quand tu es derrière. mmh, Mais effectivement, Afanas, il a un peu ce truc qu'on a valorisé sur d'autres héros aussi, c'est d'être capable de développer beaucoup plus de statistiques que tous les autres héros, du fait que son hero power, entre guillemets, ne soit pas cantonné à une seule utilisation. Bah, du coup, tu vas pouvoir développer 2-3 de stats, ce que les autres héros ne font pas. non, mais je suis d'accord avec Afanas. J'aime bien ce Euh, changement.
Il y a Charles qui dit Rin, c'est un de mes decks préférés. Mais Oh est-ce que non. c'est un de tes decks préférés parce que le deck est fort ou c'est un de tes decks préférés parce que tu aimes son game design? Peut-être qu'il a design Rin lui-même, c'est pour ça que c'est son deck préféré. Mais... Eh ouais. Sans argumenter, Charles, ça m'intéresse. Est-ce que cette tier list, actuellement, évidemment, je pense que vous vous attendez à ce qu'il y ait un niveau de compréhension numéro 1, puis numéro 2 du metagame. Est-ce que là, la photographie de la tier list, tu peux répondre juste par oui ou par non? Et comme ça, tu n'as pas besoin d'argumenter. Est-ce qu'elle te paraît satisfaisante? Ça m'intéresse de voir si d'après toi on se plante ou pas. Et j'adorerais me planter, hein. Ça, évidemment, c'est sûr qu'on J'espère. va se planter et ça va être très cool. Mais du coup, oui, la dernière version de Rin, c'est son design. C'est pour ça qu'il aime bien. Je comprends. Ah, bah c'est pour ça, Charles, c'est bon. Laissez-la en tiercé, pas de problème. J'essaye de vous lire, hein, on rattrape le chat. Bazira est en A, d'après Just BBTV. C'est possible aussi. Après, lui, il est au sommet du tier B, hein. Franchement, Mm. c'est assez proche. Le body Izmir développe moins de stats de base. Du coup, c'est une compensation forte, mais pas suffisante actuellement au vu de la variance du deck. Ok, ça peut s'entendre. C'est aussi pour ça qu'il est en fin du tiers A. Mais pareil, c'est le genre de héros qui va bénéficier d'avoir un pool de cartes supplémentaires dans ce cas-là. Trop sensible au contrôle et au sabotage. C'était effectivement ce que tu disais, Kouvi, Mm. pour Bazira. Non, les gens ont l'air d'être assez fine, hein. Je vais répondre oui et non à ta question, malheureusement. Mais en tout cas, content de voir ce contenu qui, je pense, est de qualité. C'est très gentil, Charles. Merci. Bon, il nous aidera pas, t'as compris, hein. Il nous dira rien. Yep. Après, c'est compréhensible, pas de souci. Bon, bah écoute, c'était très cool. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci, Kouvi, d'avoir apporté toute ton expertise sur le jeu et d'avoir aussi apporté la pédagogie de pouvoir. C'est pas facile des fois quand on a des avis sur des TCG d'être capable de les expliquer. Et c'était très important pour moi que ça soit intelligible par tout le monde. Et je trouve que tu as très bien fait l'exercice. Donc merci beaucoup d'avoir pris cette matinée pour faire cette tier list avec moi. Merci à toi de m'avoir invité. Merci. C'était un régal. Merci vraiment. Bah, J'espère que avec grand plaisir. j'étais claire et j'ai pas trop, Bah j'ai pas justement, trop ouais, dit n'importe quoi. c'est ce que j'ai remarqué. J'ai trouvé que c'était très très clair et c'est très important pour moi pour faire des lives entre guillemets qui soient grand public, parler de TCG un petit peu à tout le monde. Donc non, c'était très cool. Merci le chat d'avoir été présent. Vous avez été nombreux, d'avoir participé, d'avoir donné votre avis. On a décidé de le faire en live et pas en vidéo aussi pour avoir un petit peu d'interaction avec vous. Pour tous ceux qui sont arrivés en cours de route, il y a un replay qui sera mis sur YouTube. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires de la vidéo YouTube quel héros vous auriez mis plus haut, quelles sont vos prédictions notamment pour le tournoi d'Angers. On va vous laisser là, je vais rendre l'antenne. Merci à tous le chat, merci à toi Kouvi, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde. Bye bye.